c'est la grâce. Pour moi, la grâce est le deuxième degré de charisme. Elle est plus tactique, elle est moins en proximité, elle va plus jouer avec les relations et les sentiments. Et là, je vous propose simplement 5 lois de grâce. C'est l'architecture du plan, c'est là-dessus que je bâtis pratiquement une journée entière de séminaire. C'est 5 lois dont 3 seront très yin, très ouvertes sur l'espace. La première, est neutre, centrée sur le réel. Et la dernière, et je le mets à la fin, la dernière sera yang, puisque vous savez très bien maintenant, yin devant, yang derrière. Donc je commence par une loi tactique neutre. Je vais suivre par 3 lois yin. Le sujet prime l'objet, le lien prime la rupture, c'est-à-dire je le travaille avant, le choix prime l'injonction, l'impératif, on parle souvent trop à l'impératif. Le point commun entre le 2, le 3, le 2, le 3, le 4, c'est l'espace. L'espace des sentiments, la subjectivité doit être travaillée avant l'objectivité. L'espace des liens avec le public, avant de faire une rupture quant à moi, je personnellement, à la différence des autres. Non, 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 non. D'abord, on se lie au territoire, on se lie à l'environnement. Et 3, l'espace de choix. Donc le 2, 3, 4, qui est le moment clé de la grâce, de l'espace qui libère. Et on finit, le dernier, le seul d'ailleurs, il n'y en a qu'un sur 5, qui est yang. Parce que la fermeté a aussi, malheureusement, besoin de fermeture. Et il ne faut pas avoir peur aussi de la fermeture, à condition qu'elle soit issue de l'ouverture. Donc ça, c'est notre plan. Neutre, le recentrage sur le réel, très ouvert sur le yin, sujet, lien, choix, et ensuite, on ferme pour l'action. On y va. Recentrer, et c'est drôle, vous l'avez dans toutes les cultures. C'est pas qu'occidental, moi je vous cite souvent les stoïciens, Louis Katnouk, vous l'avez dans le bouddhisme, vous l'avez dans beaucoup de cultures à peu près à la même époque, entre le 3e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette obsession qu'il ne faut jamais nier le réel. Je crois qu'une des forces du charisme, c'est d'avoir le courage, la lucidité, parce que la lucidité fait partie du courage, d'accepter de ne jamais nier le réel, même s'il m'emmerde. Et le réel, c'est d'éviter 4 dimensions de dispersion, d'illusion. La première, être dans ce réalisme, cette acceptation des réalités, c'est refuser d'aller trop tôt au ciel. Alors le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est infini. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Vous avez des gens qui vont très vite mettre les problèmes au ciel. Considérer que les situations, il n'y a pas que ça, monsieur Ailion. Voilà, ça c'est la phrase que j'entends, il n'y a pas que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je rajouterais même que, et là c'est la meilleure façon, ce qu'on appelle le sabotage par le ciel, de ne jamais régler concrètement les choses ici et maintenant. Prenons un exemple. Je suis un manager, je réunis mes équipes, je leur dis, nous sommes ici, aujourd'hui, toujours le ici et maintenant, le réel, pour améliorer la comptabilité client de notre agence de Paris. Cadré. Le saboteur du ciel, dont je vous invite à vous méfier, vous en aurez beaucoup, surtout que ça paraît très intelligent, très brillant, va tout de suite lever la main au ciel et va vous dire, monsieur Ailion, je vous arrête tout de suite, c'est à ça que vous allez le reconnaître, je vous arrête tout de suite, la comptabilité client, c'est très lié à la comptabilité fournisseur. Et il va vous prononcer le premier mot d'ailleurs du sabotage, il faut être cohérent. Mais alors les gens qui vous demanderont d'être cohérents d'entrée de jeu, vous notez leur nom. Ça, c'est les emmerdeurs de toute une vie. La vie est tout sauf cohérente. Mais vouloir la cohérence, c'est vouloir la mort. Il faut être cohérent, la comptabilité client, c'est très lié à la comptabilité fournisseur. Monsieur Ailion, il faut faire venir aussi les 10 personnes de la comptabilité, je ne sais plus, client ou fournisseur. Donc, c'est à 20 personnes. L'après-midi, on reprend 20 personnes. La péniche est lourde. Ça ne lui suffit pas au saboteur du ciel. Vous commencez à parler, il lève la main. Monsieur Ailion, j'ai beaucoup réfléchi. La comptabilité, c'est quand même lié à l'informatique. D'ailleurs, je crois que c'est ce que vous appelez, deuxième mot du saboteur,
un système global d'information. Notez bien ce deuxième mot, vous les avez repérés, les petits saboteurs. Non, on ne peut pas gérer la comptabilité si on ne s'intéresse pas à l'informatique. Il faut faire venir les informaticiens. Bon, demain matin, 10 personnes de plus. Alors, j'arrête l'histoire parce que grâce à ce monsieur, vous n'avez toujours rien réglé de votre comptabilité client de la ville de Paris. Hein. C'est pas grave. 2 mois se sont passés. Vous avez réuni tous les services, toutes les filiales, 10 000 personnes dans la plaine. Vous allez pour parler. Le saboteur du ciel, il lève la main. Il est ovationné. C'est la conscience. Il y a toujours des gens dans l'entreprise qui veulent jouer la conscience universelle de l'entreprise, qui prennent de la hauteur à votre place. Monsieur Elion, j'ai beaucoup réfléchi. Genre, toi, tu n'as pas réfléchi du tout. Moi, je dirais que c'est lié à notre métier. J'irais même plus loin, parce que c'est con, ils vont encore plus loin, toujours plus loin. J'irais même plus loin, c'est lié à l'évolution de la société judéo-chrétienne à l'aube du XXIe siècle. Et toi, tu es dans la merde au niveau de ta compta client de l'agence de Paris. Vous avez 3 mots-clés qu'il faut relever très vite. Cohérent, global, il n'y a pas que ça. J'irai même plus loin, c'est tendance. Vous oubliez parce que vous serez toujours à côté de l'engagement. Un des 2 courages, je vous ai parlé tout à l'heure ce matin du courage de l'engagement, de la fidélité, un courage un peu par le ciel, on ne commence jamais. On est tétanisé parce qu'il faut toujours faire la totale, d'entrée de jeu. Il faut avoir toutes les informations, il faut avoir tous les services, il faut être bouclé partout, on ne le saura jamais. Donc face aux gens qui sont dans le pluriel du ciel, vous les arrêtez dès que vous les avez identifiés et vous leur dites une simple phrase. Tu as probablement raison, mais Rome et Pavie ne se sont pas faits en un jour. On va déjà commencer, toi et moi, par s'occuper de la compta client de la ville de Paris. Et l'évolution de la société judéo-chrétienne au XXIe siècle, ça attendra encore quelques semaines. C'est le courage des commencements dont parle Jean Kelevitch, le courage de l'amorçage. Je le lis à l'obscurité. Les gens du ciel veulent tout éclairer. Jamais. Vous n'aurez pas de courage. Le courage naît dans la nuit. Je suis très marqué. À une époque, je plongeais. Et ça m'a fait peur de plonger. Eh bien, quand on est sur le bord de la planche, c'est vrai qu'on est très lucide, on regarde tout, on analyse tout, mais au final, 80% des gens qui vont plonger ont un tic, ils ferment les yeux et ils sautent. Le courage naît dans la nuit, il n'est pas au ciel de celui qui veut avoir tous les étages allumés. Donc, on évite le ciel. Inversement, on évite la terre. Beaucoup de saboteurs vont refuser le présent, ici et maintenant, le réel, en vous enterrant. Ils ne sont pas sur terre, comme les gens réalisent, ils sont dans la terre. Ils vous enterrent. Et en psychologie, il y a 4 degrés d'enterrement. Le premier, regardez vos relations avec les enfants, souvent ça nous parle. Mon fils me dit, tu sais papa, je me sens timide. Les 80% des papas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, vraiment? T'es sûr? Tu crois? Et le pire, non, c'est pas vrai. En 2 minutes, le gosse, il se sent aussi timide qu'avant, mais en plus, il se sent con. Il dit, papa qui est censé me connaître, qui est proche, il ne le voit pas, donc je suis un zombie. Plus vous enterrez par le niveau 1 de la méconnaissance, le problème, plus vous allez le démultiplier. Un ressort qu'on enterre prend 2 fois plus de force et devient imprévisible. C'est à la fonte des neiges du printemps qui va nous tomber sur la gueule. Donc, il y a 3 mots qu'on ne dit jamais au niveau 1 de la psychologie. Vraiment, ça veut dire que tu ne dis pas la vérité. Tu crois, c'est-à-dire je ne te crois pas. Tu es sûr, c'est-à-dire je ne suis pas sûr des conneries que tu me racontes. Les gens de la Terre vont toujours enterrer ce que vous dites. Si ce n'est pas le niveau 1, ce sera le niveau 2. Ils sont grands seigneurs au niveau 1. Bon, ok, je vois que tu es timide, François. Ah, on va y arriver, papa. Non, parce que ce n'est pas si grave que ça. Il ne faut pas en faire une montagne. Ne dites jamais à un collaborateur, c'est pas grave. Ne dites jamais à votre gosse, c'est pas grave. Parce qu'il va se sentir délégitimité dans son courage, délégitimé dans son courage. Parce que si en plus il souffre et que pour lui c'est difficile, il va se dire merde, si c'était grave, je serais mort. C'est que je suis vraiment quelqu'un de très fragile. C'est rien, c'est pas grave. Alors moi j'ai une petite formule, quand quelqu'un me dit c'est pas grave, je dis c'est pas grave, mais c'est emmerdant. Voilà, ça remet un peu les pendules à l'heure. Niveau 3. Ok, je vois que tu es timide, je nie pas l'existence, je vois que tu vis mal,
je nie pas la gravité, ben on va y arriver. Non, il n'y a pas de solution. C'est normal. À ton âge, on passe forcément par une crise d'ado, on est forcément timide. C'est le normal que le charismatique déteste. Ne dites jamais à quelqu'un que ce qu'il a est normal. On a toujours les normes qu'on mérite. Et ce qui est normal aujourd'hui ne sera peut-être pas normal demain. Et quand quelqu'un vous dira « c'est normal », dites-lui simplement « tu veux dire que c'est ta norme ». Ou alors, encore plus coaching, par rapport à quel type de norme? Celle des victimes, celle des bourreaux? Celle des gentils, celle des méchants? Ça, c'est très méditerranéen, le c'est normal. C'est le fatum romain, la destinée grecque, le Inch'Allah musulman, le Dieu le veut chrétien, c'est normal, c'est normal. Et le chef-d'œuvre, le dernier, le niveau 4, ça c'est le chef-d'œuvre. Ok, je vois que tu es timide. Je reconnais l'existence du problème. Je reconnais la gravité, je vois que tu le vis mal, c'est vrai. 3, c'est vrai qu'il n'y a pas de fatalité, ça se soigne. Ah, on va y arriver. Non. Pourquoi, papa? Ça se soigne en général, mais pas encore pour toi. Toi, tant que tu n'es pas chef de service, tu n'as pas droit à l'information. Toi, tant que tu n'as pas passé ton brevet de secouriste, tu ne peux pas partir en voyage avec tes copains. Toi, tout seul, tu es puni, tu es sur le quai. Là, les gens vont vous haïr. Donc, deuxième sabotage qui empêche de voir le réel, c'est méconnaître les problèmes. Au ciel, on les dramatise. Dans la tête, on les connaît. Quand quelqu'un va vous parler d'un problème, vous n'avez qu'une chose à dire. C'est de dire « rien, je comprends, je comprends, je comprends. J'aime pas la tour Eiffel, je comprends. J'aime pas les Écossais, je comprends. » C'est-à-dire que vous n'êtes ni pour ni contre, vous n'aggravez pas, vous ne minorez pas, on accepte inconditionnellement le problème. On ne peut jamais gérer une crise, on ne peut jamais gérer un problème si on ne l'épouse pas corps et âme. Et nous, on ne l'épouse pas. Soit on le rejette, souvent on le juge d'abord et on le rejette après. On l'épouse. Je n'ai pas dit la situation, j'ai dit le problème. Vous voyez bien la différence. Situation, c'est objectif. Et on peut rejeter objectivement une erreur. La tour Eiffel est à Berlin? Non. Non, non, je rejette, la tour Eiffel est à Paris. Je peux. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est comment je vis une situation. C'est subjectif. Et là, on verra tout à l'heure, le sujet prime l'objet, ça fait le lien. On ne conteste jamais la subjectivité de ces troupes. On va rebondir dessus, mais on ne peut pas la contester. Les sentiments, c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute jamais. Je dis bien jamais. On discute une situation, on ne contre jamais un problème. Autrement, on ne peut pas le gérer. C'est la façon subjective dont on vit une réalité objective. Voilà, donc, ni exagération qui rend impuissant, ni minoration, et ça c'est Daladier, c'est Munich, c'est rien, mais non, tu te fais des idées, c'est pas si grave que ça. Ça, c'est la verticalité des deux problèmes. Le fasciné par la réalité va rejeter ça, et il va rejeter le latéral. Deux erreurs dans le latéral. Je vais finir par le passé, qui est la plus compliquée et la plus importante, mais même le futur, que je préfère au passé, il faut être prudent. Il faut mettre des conditions sur le futur. Parce que les manipulateurs, les gens irréalistes, ils adorent le futur. Ah, je l'ai vu dans les astres. Hein. Demain, je rencontre le prince charmant. Hein. Je rencontre la femme idéale. Hein. Demain, j'ai le repreneur de ma boîte. Je le sais. Je m'en doute. On me l'a dit. Le futur n'est acceptable que si vous le reliez toujours au présent. Quand quelqu'un me fait des promesses au futur en négociation, me parle d'un futur agréable, je lui demande toujours un acompte au présent. En management aussi, je vous promets, chef, que d'ici 3 mois, j'aurai redressé le secteur commercial que vous m'avez attribué. Je dis merci, c'est toujours agréable le futur, positif. Concrètement, qu'est-ce que tu commences par faire à partir de demain matin? Le courage des commencements. C'est ça la jeunesse, tant qu'on n'a pas oublié ce que le verbe commencer veut dire. Le courage de la jeunesse. Le courage du présent. Le vieux, vous le reconnaissez tout de suite, même quand il est jeune. C'est quelqu'un qui parle déjà de son passé, de son héritage, de ce qu'il a fait. Le jeune, vous le reconnaissez, même à 90 ans, c'est quand il vous parle de ce qu'il va faire. Mais à condition qu'il le commence aujourd'hui. C'est cette belle devise des alcooliques anonymes. Just
just today ou just for now, c'est l'acompte au présent, ce qu'on appelle, juste pour aujourd'hui. Les petits ruisseaux finissent par faire des grands fleuves. Mais qu'est-ce que déjà, dès que je parle à un projet, je pense à un projet, un rêve, une vision, qu'est-ce que je commence par faire dans les plus petits détails, premier petit détail aujourd'hui? Aux États-Unis, on dit qu'un bon conférencier, vous l'écoutez, s'il y a une seule bonne idée qui vous intéresse, arrêtez, quittez la salle, commencez par appliquer, commencez par donner votre premier coup de fil. Le courage des amorçages. Le futur n'est acceptable que si vous avez quelques acomptes au présent et que quelqu'un me fait une promesse au futur, je lui demande toujours un acompte au présent. Et qu'est-ce que tu commences par faire à partir de maintenant? Alors, le dernier va être un peu plus lourd. C'est, vous savez, ma précaution sur le passé, et pourtant, Dieu sait, à titre personnel, si j'aime l'histoire, c'est la culpabilité par le passé. Et si je veux insister sur cet outil, c'est que nous sommes une culture cartésienne. Et que pour moi, le cartésianisme, que j'aime beaucoup sur le plan intellectuel, je n'ai rien contre, est un des opposants numéro 1 au charisme. Je vais vous mimer un manager cartésien face à une crise et vous allez juger par vous-même s'il est charismatique. Voilà la crise, c'est ce bâtonnet. Par exemple, votre 50% de son chiffre d'affaires depuis un trimestre. Crise, Covid-19. On nous a formés à gérer cette crise de façon rationnelle, de façon cartésienne, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Posez-vous vous-même la question. Je vais analyser les causes. Et vous êtes mort. En tous les cas, vous n'êtes pas charismatique. C'est ce qui revient au même. Vous avez envie de poser la question à vous-même, ou aux autres d'ailleurs. C'est moins grave à vous-même qu'aux autres. Pourquoi? Par exemple, vous prenez votre directeur commercial et dites, mais pourquoi, toi et tes équipes, vous vendez 30% de moins depuis un trimestre? J'aimerais savoir pourquoi. Réponse évidente, parce que chef. À ça, on va vous les trouver, les réponses. Parce que nous, les commerciaux, comme l'espace libère, lui, le directeur commercial est assez charismatique, il comprend très bien l'avantage de l'espace, il va un peu vous saboter dans l'espace et il va vous dire, parce que nous, on n'a plus la confiance des clients parce que le directeur financier ici présent à table, dans cette réunion, nous a demandé de faire de la relance financière. Il paraît que les clients ne payent plus beaucoup les factures. Donc nous, on est sur deux discours, on n'est plus vraiment des copains, des sympathiques, des vendeurs de fêtes, on est plutôt des polyvalents qui ramenons les sous. Pas pareil, effectivement. Et nous, on va continuer. Et pourquoi alors on se retourne en général vers l'origine, le directeur financier, mais monsieur le directeur financier, pourquoi vous demandez aux commercial de faire de la relance financière? Ce n'est quand même pas leur boulot. Et là, vous avez un syndrome typique, c'est le renvoi de la patate chaude, quand ça brûle les mains. Ah oui, mais monsieur Aelion, mon homologue, directeur commercial, il a quand même oublié de vous donner un petit détail. Et quand on aime les causes, on va dire un mot terriblement anti-charismatique, on va dire à cause de lui, on ne fait plus notre trésorerie. Lui et les commerciaux, ils nous donnent les banderoles de facturation client avec une semaine de retard. Bon, il me manque une semaine de trésorerie, je vais lui demander de compenser comme il voulait et pourquoi pas aller faire de la relance client. C'est le renvoi de la patate chaude. C'est Gavroche. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas beaucoup Gavroche. C'est un irresponsable. Quand il tombe, il dit c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, mais pas du tout. C'est lui qui nargue les soldats. C'est lui qui fait des piédés, c'est lui qui sort de la barricade. Quand vous aimez les causes, on va vous en donner des causes, mais en général extérieures à soi-même. Et on accuse. N'oubliez jamais, accuser, c'est accuser. Un pourquoi, l'autre va expliquer. Deux pourquoi, il va s'expliquer. Trois pourquoi, il va se culpabiliser et il va renvoyer la patate. Dans les situations de crise, il y a une chose à ne jamais faire, c'est demander le pourquoi des choses. Et nous, c'est ce qu'on fait en premier. On crée des commissions d'enquête, des commissions d'analyse, des comités de Théodule, qui n'ont jamais servi à rien et qui sont en général pas respectés. Parce que tant qu'on est dans les causes, on n'a pas franchi le domaine de la crise. On est toujours avant le problème, avant la crise. Et je rappelle que faire l'historique, c'est déterrer les cadavres. Quand on dit « il n'y a pas un historique entre vous », c'est en général qu'il y a des cadavres.
Et les gens se sentent toujours culpabilisés parce que, de toute façon, ils ne peuvent pas le changer. Donc, ils sont pieds et mains liés. Je vous propose la flèche jaune, qui est l'approche charismatique. On touche au problème, comme l'autre, mais non pas comme un butoir, mais comme un tremplin d'évolution. Et face à une crise, essayez de ne pas être cartésien, de ne pas faire une analyse causale. Ce qu'on appelle, je crois, l'arête de poisson d'Ishikawa. Ça porte très bien son nom. C'est typiquement une arête de poisson. Ça reste dans le gosier en général. Ne dites jamais pourquoi tu as fait ça. Moi, une fois, on me l'a fait dans un dîner. Bon, la maîtresse de maison était assez agressive. On était tous un peu tétanisés. Je casse sans le faire exprès un verre. Et elle me dit, comment t'as fait? J'ai repris un verre, je lui dis comme ça. J'ai cassé un deuxième verre. Bon, ingérable. C'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Mais au moins, elle a une explication. Mais on n'a pas réglé la crise. Alors, quand votre gosse aura fait une connerie, ne demandez-lui jamais pourquoi. Comment comptes-tu faire pour réparer les choses? Comment comptes-tu faire pour t'engager à ne pas recommencer? Comment comptes-tu faire pour trouver une meilleure approche des situations? On remplace toujours le pourquoi par le comment faire pour. Et le comment faire pour va introduire un mot dont je vous ai déjà un peu parlé subrepticement ce matin. C'est le pour. Préférez toujours le pour au pourquoi. Moi, au téléphone, quand on m'appelle, et qu'on me dit « je vous appelle parce que », je ne prends pas la personne au téléphone. Quand on m'appelle pour me rencontrer, pour me demander, ça je dis quand vous voulez. On est dans la proaction. Alors voilà le mime que ça donne. Mesdames et messieurs, alors on n'est pas au passé, 80% des réunions commencent au passé. Je vous ai demandé de venir parce que nous avons perdu 30%, les gens se sentent déjà accusés. Ils ont le téléphone prêt à appeler l'avocat. Non. D'abord, je me mets au présent, on l'a vu ce matin, la présence, merci d'être là. L'objectif de cette réunion, c'est comment faire pour redresser de 30% le résultat, le chiffre d'affaires de cette société. Et déjà, premier soulagement en gestion de crise. On ne va pas nous faire une enquête sur nos précédents avant la Légion étrangère. Alors, ça ne va pas les marquer du premier coup, ils vont revenir un peu sur les anciens défauts. Le directeur commercial va dire, ben, vous savez, c'est parce que... Non, non, non. Tu n'es pas coupable, tu n'es pas face à un tribunal qui va te juger. Tu es un professionnel, tu connais ton métier, tu sais très bien en tant que directeur commercial qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser une situation telle que nous la vivons. Bien sûr que je le sais, chef. Comment je ne serais pas directeur commercial? Eh bien, je t'écoute. Bah, c'est vrai que si l'on me dispense de faire de la relance commerciale, si je me concentre uniquement sur mes clients et uniquement sur l'aspect vente, 3-4 mois, j'ai repris le fil conducteur avec mes clients. Merci. Vous en apprenez autant qu'avant, mais dit d'une façon plus proactive, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui orienter solution. Je me retourne vers le directeur financier, puisque j'ai compris qu'il était impliqué. Comment pouvez-vous faire une bonne trésorerie sans pour autant demander au directeur commercial de faire de la relance client? Et là, il va vous dire, c'est vrai que si il me donne le bordereau de facturation client le premier de chaque semaine, moi, ça me suffit. Grâce à lui, je fais ma trésorerie, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et là, le mot-clé du charisme, il vient de tomber. Et c'est le titre de cette deuxième intervention. C'est la grâce. Il faut que ce mot sorte. J'ai des entreprises où pendant 1 an, ce mot n'est sorti dans aucune bouche. C'est toujours à cause. C'est toujours la faute à Voltaire. Si le commercial me fait ça, grâce à lui, je fais ma trésorerie. En un mot, créer des chaînes de grâce. Là où nous créons des chaînes de culpabilité successives. Et ça casse les équipes. Et vous faites la même chose avec les directeurs commerciaux. Là, j'ai appris pour la relance comment vous pouvez faire pour lui donner le bordereau le premier de chaque semaine. Parce que si vous y arrivez, grâce à vous, vous êtes un héros, grâce à vous, il fait sa trésorerie, c'est pas rien. Je peux y arriver, M. Aillon. Si l'informatique ici présente me simplifie les bordereaux, grâce à eux, je fais ce que vous me demandez. Vous allez créer des chaînes de grâce. Alors que ça fait des années-lumière où l'on dit à cause de l'informatique, on est tous dans la merde. Le charisme sur le plan de la grâce, c'est de ne pas aller au passé, dans la recherche des causes du passé, mais comme à la Légion étrangère, à partir de maintenant, si tu fais ça, grâce à toi, on a des chances de s'en tirer. Alors, c'est très gênant,
Parce qu'on a un mythe culturel qui nous renvoie au schéma de gauche. On a deux personnages forts, pas n'importe lesquels. On a Descartes, tout le cartésianisme est à gauche. Et je vous rappelle que les trois fondements du cartésianisme, c'est exactement les trois choses qu'il ne faut jamais faire en charisme. 1. J'analyse, c'est-à-dire je coupe les choses en 4. 2. Sur la base de cause, alors qu'il faut être orienté solution. 3. En partant d'un certain nombre de doutes, alors qu'aujourd'hui, on vous vend la confiance a priori, la confiance en soi et l'assertivité. Je rappelle, les trois fondements du cartésianisme à ne jamais faire en public. Qu'avant une réunion, vous le fassiez tout seul dans votre chambre d'hôtel, je ne suis pas contre. C'est un remède à la bourre, mais vous êtes seul pour en témoigner. En collectif, jamais d'analyse, fondée sur de causes, à partir de doutes. Vous allez faire l'inverse, qu'a très bien dit Pascal, qui contre Descartes sur ce plan-là. Tu vois, moi, Descartes, plutôt que d'analyser, je fais le pari. Je fais le pari de la solution a priori. Le pari pascalien. Qu'est-ce que ça me coûte de dire que Dieu existe? Je parie qu'il existe, je n'aurai pas d'emmerde et je peux avoir que des bonnes surprises. 1. Par essence même, quelqu'un qui veut communiquer ne peut pas analyser. Je rappelle que le mot communiquer, étymologiquement, veut dire le contraire d'analyser. Communiquer, c'est mettre en commun. Analyser, c'est couper, segmenter. Les causes, non. Il faut être orienté solution. C'est le sentiment d'urgence dont je vous parle. Et vous savez, de toute façon, les causes sont dans les solutions comme dans les solutions sont dans les causes. Soit je passe ma vie à dire « Pourquoi je ne trouve pas mes cigarettes ?» Soit je... Et tout le monde peut appliquer. Soit je passe ma vie à dire « Qui a des cigarettes? Qui peut me donner du feu ?» Et là, vous créez le lien charismatique d'intimité. Et le 3, ce n'est pas le doute a priori. A priori, je fais confiance. Comme disait Danton, je préfère être guillotiné guillotineur. Vous allez me dire, il a été exaucé. Il était aussi guillotiné que Robespierre. Sauf que je réponds, il y a beaucoup plus de rues qui s'appellent Danton que de rues qui s'appellent Robespierre. C'est ça le charisme. Alors, face à Gavroche, qui est à gauche, face à Descartes, qui est à gauche, il faut que je vous propose un mythe. Il n'y en a pas 36 en France, mais il y en a un. C'est une pièce de théâtre de La Biche que je vous conseille de voir avec vos équipes une fois dans votre carrière. C'est Le Voyage de Monsieur Perrichon. C'est un des archétypes du charisme les plus concrets qui soit. Perrichon, dans l'histoire, est un bourgeois qui a de l'argent et qui a une fille à marier. À l'époque, il y avait des dots. Et deux ambitieux, deux séducteurs, ont envie de séduire le père pour avoir la fille. Ils font assaut d'amabilité. Il ne sait plus comment gérer les choses. Donc, Perrichon dit aux deux prétendants, on va apprendre à mieux se connaître, proximité, on va aller passer un week-end, des vacances, à Chamonix. Et le premier jour, ils vont tous, la fille, les deux prétendants, Perrichon, la femme est restée à l'hôtel, sur la mer de glace, faire une petite promenade, une excursion. Le matin, Perrichon va pour glisser dans une crevasse et se tuer. Dieu merci, le jeune qui est derrière a le temps de le rattraper par le col et de lui sauver la vie. La balade continue et l'après-midi, c'est l'inverse. C'est Perrichon. C'est le jeune qui marche en tête qui va pour glisser dans une crevasse, c'est Perrichon qui est derrière lui, a le réflexe de lui sauver la vie. Une minute de réflexion, auquel des deux, le soir même, Perrichon a décidé de donner sa fille à marier. Quand sa femme lui demande à l'hôtel, il dit alors, monsieur mon mari, tu as décidé, sans l'ombre d'une hésitation, je sais celui qui sera mon gendre. D'après vous, c'est lequel? Celui du matin, qui a aidé Perrichon, celui de l'après-midi, que Perrichon a aidé. Une minute de réflexion, 45 secondes, 30 secondes, matin, après-midi. Celui de l'après-midi lui est redevable. Bravo. La Biche a une phrase terrible. Les gens finissent par vous haïr en proportion des bienfaits que vous avez faits pour eux. Oh, c'est pas possible, tu ne peux pas enseigner ça à la PM, François. Alors, on va décortiquer un peu la bête. Il le dit à sa femme, Perrichon. Il dit, tu comprends, quand je vois le mec du matin, je vois ma dette. Ça ne sera jamais assez pour le rembourser. Quand je vois celui de l'après-midi, je vois ma gloire, je vois ma puissance. Je vois ce que j'ai fait de bien sur Terre. Je vais vous proposer un double outil, terriblement charismatique. Tellement évident qu'on se demande pourquoi ce n'est pas enseigné. Premier outil,
faites-vous aider. Que vous en ayez besoin ou non n'a aucune espèce d'importance. Un des propres du charismatique, et pourtant ils savent que César est seul, sauf que sur le fond, ils n'ont qu'à tenir compte que d'eux-mêmes, c'est que même quand ils n'en ont pas besoin, ils font toujours semblant d'avoir besoin des autres. Prenons les choses en amont. On demandait un jour à Attali, c'est quoi le pouvoir? Belle question. Et il a une belle formule. Et c'est vrai que ça rejoint aussi un peu Bergson, mais c'est le mauvais pouvoir. C'est le temps des autres, c'est le pouvoir contraignant. Plus les gens passeront du temps pour vous, plus vous aurez du pouvoir. Plus vous passerez du temps pour vous, voyez ça dans les couples, moins vous aurez de pouvoir. Le pouvoir, c'est avoir un maximum de gens qui passent un maximum de temps pour vous. Le reste, ça s'appelle l'esclave. Sauf que les gens ne sont pas, sont pas naïfs. Pourquoi de même ils vous donneraient leur temps? Parce que vous avez fait une formation sur le charisme. Parce que vous allez faire semblant d'en avoir besoin et vous allez le leur demander. Je me disais au début, cet outil ne me plaît pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'aide. Les grands l'ont fait. Prenez De Gaulle. On dit pourtant De Gaulle est fier. Quand il y a le putsch des généraux, je crois en 61, comment finit son discours? C'est proche de l'exercice. Aidez-moi. Costaud. Je vais voir quand même un ami psychanalyste d'enfants. Pourquoi? Parce que souvent on me dit, oui, mais à force de te faire aider, tu passes pour quelqu'un qui est un peu impuissant, qui est un peu enfantin, qui n'est pas un expert, qui est un novice. Bon, l'argument est important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'emploie pas cet outil charismatique, c'est qu'on a peur de cela. Donc, je vais voir cet ami, je dis, mais globalement, c'est quoi un enfant? Quelqu'un qui reste enfant, même à 40 ans ou 50 ans. Oh, il me dit, dans mon métier, on a une phrase simple. L'enfant, c'est quelqu'un qui dira toute sa vie, laisse-moi le faire tout seul. Je suis assez grand. Le propre du petit, et c'est ça que vous allez le reconnaître, c'est d'avoir toujours peur d'être aidé. Et le propre du grand, c'est de chercher toujours à être aidé, même quand il n'en a pas besoin. C'est Louis XIV, c'est la cour de Versailles, dont il n'a rien à foutre. Mais il fait comme s'il en avait besoin. Il se fait servir. J'ai besoin de vous. Moi, je ne sais plus faire les choses. Tu peux me faire 2 œufs sur le plat, moi, je ne sais plus les faire. Vous animez une réunion difficile, vous êtes en état de crise, j'ai besoin de vous. Sans vous, je ne suis rien. C'est un peu exagéré, disons, sans vous, je serais moins bien qu'avec vous. Donc l'outil, c'est faites-vous aider. Maintenant, je vous propose un contre-outil, un anti-Perrichon, une façon redoutable et rapide d'être anti-charismatique au possible, en quelques ondes, qui est autour de cet outil, c'est l'inverse. Surtout, vous allez rappeler aux gens que c'est vous qui les avez aidés. Et vous allez voir la rapidité avec laquelle ils vont vous détester. Parce que quand vous rappelez à vos équipes ou à votre enfant ce que vous avez fait pour lui, ben vous lui dites surtout une chose. Heureusement que j'étais là parce que sans moi, tu n'étais pas grand-chose. Toi-même, tout seul, tu n'es pas grand-chose. Vous le faites douter sur son identité. Et la seule façon qu'il a de retrouver qui il est, parce que lui, il connaît Bergson, il va voter avec ses pieds, il va aller voir ailleurs pour voir s'il est vraiment incapable, tout seul, de s'en tirer sans vous. Vous voulez charmer? Faites-vous aider. Vous voulez détester? Rappelez que c'est vous qui avez aidé les gens. Alors, quelqu'un a une belle phrase pour soi, c'est Saint François de Sales. Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit. Donc, pour résumer, je dirais que le centre du réel, c'est éviter le ciel, éviter le souterrain, éviter le passé des causes et éviter de trop promettre sans lien avec le présent. En un mot, soyez obsédés par les PPP. Alors, PPP, c'est les premières petites phrases au présent. Dès que vous commencez, par exemple, à parler en public, PPP, vous décrivez la réalité. On ne peut pas gérer, prendre en main une situation si on ne l'identifie pas. Donc, vous allez l'identifier. Quitte à être redressé si vous êtes trompé, mais au moins par cet outil, vous saurez si vous êtes trompé ou pas et vous pourrez toujours vous rectifier. Vous allez identifier le temps et l'espace. L'espace, nous sommes tous les 20
de ce club APM Ponant, plus 3 invités, réunis ici, dans cette ville de Paris et des abords de Paris en connexion, ce mardi 10 novembre à 15h08 de l'an de grâce. Et surtout, vous ne dites pas parce que, pour découvrir quelques éléments clés du charisme. C'est les premières petites phrases de l'orateur. Les gens se sentent pris en compte, se sentent identifiés. Vous voyez comment ils réagissent, s'ils complètent pas. Vous décrivez toujours l'espace et le moment que vous allez affronter. Bien, je vois que vous êtes arrivés nombreux, je vois que les premières places sont plutôt libres. Si certains veulent se rapprocher, tout à l'heure, on va voir quelques extra-teams. Vous vous basez toujours de la situation réelle. Quand je fais des séminaires sur la répartie politique ou l'improvisation, souvent l'outil qui est le plus négligé, c'est le plus évident. C'est le recentrage ici et maintenant. À une époque, on demandait à un politique du gouvernement de Sarkozy, est-ce qu'il y a un rééquilibrage du pouvoir des politiques des hommes et des femmes dans ce pays, en France. C'est dans le cadre des clubs Madelin. Et le ministre répond, oui, on a fait de beaux progrès, il y a un beau rééquilibrage, et moi j'applique un peu mécaniquement, j'étais l'animateur, ici, un outil de démarrage. Monsieur le ministre, je constate, observation réelle, que dans cette salle, dans ces clubs, vous n'avez que 20 femmes pour 200 hommes. Et il répond un peu vite, oui, mais ce n'est pas le problème. Et ça, c'est une erreur que vous ne ferez jamais. Quand quelqu'un dans la salle va être le premier à s'emparer du réel, du contexte, de l'ici et maintenant, ne le compterez pas, vous êtes foutus. C'est ce qu'il a fait. Oui, mais ce n'est pas le problème. Et là, je me suis retourné, un peu mécaniquement, je le reconnais. Oui, mesdames, pour monsieur le ministre, vous n'êtes pas tellement représentatif de son échantillon habituel de « il était mort ». Et ils sont tombés dessus pendant 30 minutes, j'ai fait semblant d'avoir besoin d'aller me laver les mains aux toilettes. Quand on va vous interpeller sur une question que vous n'avez pas prévue, votre premier réflexe, c'est de regarder la salle. 8 fois sur 10, la réponse est dans la salle. Pensez-vous qu'il y a un rééquilibrage? En tous les cas, monsieur, je constate que dans cette salle, il n'y a que 20 femmes. Le premier qui s'empare de l'argument de la salle, de l'argument du réel, de l'argument de l'ici et maintenant, si l'autre rejette cet argument, il rejette la salle qui est ici et qui vous soutiendra, parce que la salle n'a pas envie d'être rejetée comme échantillonnage du réel. Voilà cet outil du recentrage ici et maintenant. Deuxième outil que je vous propose, qui là ouvre bien l'espace, qui est certainement plus gracieux que le premier qui est un peu neutre, le sujet prime toujours l'objet. Ça se décline aussi bien en gestuel qu'en stratégie. En physique, en gestuel, méfiez-vous des objets. L'objet dévalorise toujours le sujet. De même qu'on dit que le courage se pratique à main nue, la nudité du courage, je dirais que le charisme se pratique à main nue. Dès que vous aurez besoin de quelque chose de statutaire, souvent qui fait écran d'ailleurs, dès que vous serez obligé de toucher quelque chose, et quand vous n'avez pas quelque chose, vous avez votre corps, parce que vous vous sentez déstabilisé, le public le sentira. Le moins d'objets possible sur vous. Vous êtes face à 5 personnes. Vous soutenez, je ne sais pas moi, un appel d'offres commercial, vous soutenez un recrutement. Qui vous essayez toujours de convaincre le plus? Admettons qu'ils aient à peu près le même grade. DRH, directeur financier, directeur ceci, directeur cela. Essayez toujours de convaincre lequel en priorité? Celui qui a le moins d'objets. C'est le patron. C'est ce que Jeanne d'Arc avait compris. Celui qui est chamarré d'or, c'est Murat, c'est le numéro 2, qui a toujours peur de ne pas exister. Mais les numéros 1 sont sobres. Que ce soit le col Mao, que ce soit les costumes de Churchill, Clémenceau, De Gaulle, c'est simple. Les numéros 2 ont des étoiles, en veux-tu, en voilà, pas les numéros 1. Ils existent par leur transcendance personnelle et leur projet personnel. Essayez toujours
de bien maîtriser ceux qui ont le moins d'objets. Vous-même, quand vous rentrez dans une salle, évitez de toucher les objets. Vous avez des personnes, je les appelais les tramwaytistes. Vous savez, les tramways, quand les petits trucs ne touchent plus les rails, ça s'arrête, ça n'a plus de jus. Alors, ils sont obligés de laisser voilà. Là, je garde le lien, comme le tramway, pour avoir encore un peu de jus. Voilà, ils ne peuvent rien faire sans toucher. Tu rentres dans une pièce, tu touches le moins d'objets possible. Et surtout, tu ne dis pas bonjour en te cachant derrière le stylo, le pont-levis de la feuille, fascinant. Bonjour, non, tout ça on oublie. Vous faites une conférence et vous avez un support papier, un paperboard. La plupart des conférenciers, vous leur faites une remarque plus ou moins critique sur ce qu'ils ont écrit. Ils se retournent immédiatement pour regarder le tableau de papier. Souvent, ils reculent. Souvent, ils vont le toucher. Et en général, d'ailleurs, ils se mettent derrière. Ils s'écrasent devant l'objet. Vous, à partir d'aujourd'hui, vous ferez exactement l'inverse. Plus vous êtes attaqué, critiqué sur un objet, plus vous montez au sujet. Non seulement vous ne vous retournez pas pour regarder l'objet, mais vous allez aller vers la personne qui vous parle, quitte à descendre de l'estrade. Et là, les rapports de pouvoir vont se rééquilibrer immédiatement. Et là, votre autorité, elle va reprendre. Si vous vous retournez devant l'objet, c'est que vous êtes affecté par ce qu'il dit et que vous avez besoin d'un support. Ça affecte. Le moins d'objets chez vous, et soyez toujours prudents sur ceux qui ont très peu d'objets, sont les vrais. Alors, c'est aussi une stratégie. Le sujet, c'est la subjectivité, les sentiments, les attentes de vos collaborateurs. L'objectif, c'est l'objectif. C'est votre organisation. C'est ce que, objectivement, vous voulez avoir comme résultat à la fin des courses. La première façon d'acquérir un objectif, c'est de partir de tout sauf de l'objectif. Et en particulier, il faut partir du subjectif. Et ils le font très bien, les commerciaux. C'est les plus charismatiques dans l'entreprise, ils ont tout compris. On ne vend jamais, on fait acheter. Et la première façon de faire acheter, c'est de faire parler l'autre sur ses attentes. La phrase terrible d'un bon commercial, mais qui est la phrase d'un charismatique, qu'est-ce que c'est pour vous la voiture de vos rêves? Qu'est-ce que c'est pour vous le management idéal? La première façon d'acquérir un objectif, c'est de fermer sa gueule sur l'objectif. Mais de faire la tournée des popotes, terme de De Gaulle, c'est de descendre dans les tranchées, comme Clémenceau, Churchill et les autres. C'est de s'enquérir des attentes subjectives. On ne donne pas son programme, on demande les attentes. De même que je dis, la relation prime l'organisation. C'est une façon un peu connexe de dire les choses. Vous mettez en place un schéma directeur informatique dans votre entreprise, erreur. Commencez d'abord par préparer les esprits. Faites la tournée des popotes. Les philosophes ont préparé la Révolution française. Après, par contre, vous avez les sanguinaires, vous avez les organiques, ceux qui font les constitutions et qui font les guillotines. Mais d'abord, vous avez les gens de la relation, du lien. Ce sont les philosophes, ils préparent les esprits. On prépare d'abord aux réformes, on fait ensuite les réformes. Voilà, c'est ce que nous avons travaillé. Toujours le sujet avant de traiter l'objet. Première phrase quand vous faites une conférence, que j'aurais pu d'ailleurs faire. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Le sujet prime l'objet, c'est ce qui va décrire votre carrière. Vous commencerez votre carrière dans l'objet, dans le bas de ce document. Et c'est rassurant. L'objet rassure toujours les faibles. Au début, je suis un jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc je me rabats sur mon expertise technique. Les jeunes adorent vous parler de chiffres, de centimètres cubes sur la moto, parce que là-dessus, c'est objectif. On sait quand on dit une connerie, quand on n'en dit pas. C'est rassurant. Mais si vous êtes capable de substituer progressivement dans votre vie à votre expertise initiale technique, de la subjectivité, c'est-à-dire du management des états d'âme, des sentiments, des motivations de vos équipes, vous avez tout compris. Si Bonaparte commence par être un lieutenant d'artillerie, très chiffre, très carré, tout était un problème de chiffre pour lui. Très vite, il va enlever de cette expertise pour devenir progressivement interarmes, voire le plus civil des militaires qui est capable de prendre des scientifiques, des savants, des poètes quand ils vont en Égypte.
déspécialisez-vous, quittez la réassurance de l'objet. Ça vous aidera au début, ça vous coulera après. Pour accepter le flou de la subjectivité, car plus on va gérer le subjectif, plus on prendra du pouvoir charismatique. Troisième loi, après le recentrage sur le réel, après le sujet prime l'objet, la loi du lien. Travaillez d'abord les liens, les rebonds, les connexions, avant de travailler les ruptures. Je ne suis pas contre la rupture, mais toujours le yin avant le yang. Le yin du lien, qui est à droite, ça correspond au sabre droit. Les deux ont raison. Entre lui et moi, il y a à la fois des choses qui sont différentes, opposées, et des choses qui sont dans le lien, qui sont ressemblantes. Alors, qu'est-ce que je fais? J'évite de commencer par le yang. J'évite d'être un cerveau gauche qui va tout de suite mettre en avant la rupture. Or, je vous l'ai dit un peu rapidement ce matin, une des grandes dialectiques, c'est qu'avant de dire non, il faut épouser ce à quoi on va dire non. Je vous propose un des outils clés du charisme, c'est le oui, non pas point, parce que le oui point, c'est de la soumission. C'est le oui, virgule. Et un autre mot de lien qui est comprendre. Et comprendre, je vous rappelle, ça veut dire c'est aussi un mot de lien. Oh bon. Dites toujours que vous comprenez, surtout si ce n'est pas vrai. Déjà, une crise est quelque chose d'incompréhensible, de mystérieux. Autrement, on l'aurait résolu depuis longtemps. Si en plus vous en rajoutez, vous ne serez pas charismatique. Mais si par contre, vous êtes le premier à comprendre ce qui se passe, et pourquoi? Parce que vous avez fait les deux outils précédents. 1, vous avez accepté le réel. 2, vous avez été au contact des états d'âme et de la subjectivité que vous avez interrogée. On vous croira. Et puis surtout, qu'en disant que vous comprenez, vous ne dites pas grand-chose. Parce que je rappelle que comprendre est un mot de forme, pas un mot de fond. Je dirais que c'est même le premier mot pour dire indirectement non. Parce que quand on dit « je comprends », ça veut dire « je ne fais que comprendre ». Sur la forme, ce n'est pas pour ça que je suis d'accord. Sur le fond. Passez votre vie à dire que vous comprenez. Sur la forme. Et ça, il y a 4 grandes raisons fondamentales. La première, et c'est aussi un sujet intéressant en charisme, c'est la colère. Vous pourrez vous mettre en colère, je vous dirai comment, et surtout pas tout le temps. Mais que l'autre ne se mette jamais en colère. Or, vous savez, un des fondements de la colère, c'est le sentiment d'être incompris. Plus vous direz, et c'est fascinant comme des gens qui comprennent très bien les choses passent leur vie à dire « décidément, ma chérie, j'arriverai jamais à te comprendre ». J'appelle ça le syndrome vieux couple. Genre, t'es tellement bizarre que je ne pourrais jamais te comprendre. D'ailleurs, personne ne peut te comprendre sur Terre. Ça fait monter la colère. Je répète, les gens qui se sentent incompris, et on le voit dans les crises, se mettent toujours en colère. C'est les gilets jaunes. Ne dites jamais que vous ne les comprenez pas, surtout si c'est vrai. Parce qu'ils vont vous dire, c'est ce qu'on te reproche justement, François, c'est que tu n'arrives pas à nous comprendre, c'est que tu n'arrives pas à te mettre à la place des petits, que tu es dans l'arrogance et dans l'orgueil de la distanciation. 1, si vous dites que vous ne comprenez pas, vous ferez monter la colère. Les gens qui se sentent incompris se mettent toujours en colère. 2, très intéressant, et c'est le fondement du coaching. Il y a une espèce de révélateur dans le charisme, proche du coach aussi. C'est en disant que vous comprenez, que vous comprendrez. D'abord, vous le dites alors que ce n'est pas vrai. Oui, mais les prophéties s'autoréalisent très souvent. Parce que quand vous direz que vous comprenez, les gens se sentant compris se sentiront rassurés et auront envie davantage de vous parler. Et donc, vous aurez plus de chances de les comprendre une fois qu'ils vous auront parlé qu'une fois qu'ils auront dit de toute façon, papa comprend rien, autant que j'arrête de lui parler et je me mets dans ma chambre. La seule façon de faire sortir votre gosse de sa chambre, c'est d'accepter de comprendre uniquement sur la forme. Je comprends que tu puisses avoir cette idée.
Je comprends que tu sois en colère contre ton père. Je comprends que ça soit difficile pour toi d'accepter que. Je le comprends. Troisième outil, peut-être mon préféré. Et on rejoint le lien. Échanger toujours les compréhensions. Et comme vous êtes le premier à le dire, vous êtes en droit de demander la réciprocité. Et ça donne cette superbe phrase. Tu vois, je t'ai écouté depuis 10 minutes. Je comprends que tu sois en colère. Maintenant, en échange, je te demande qu'une chose, c'est de m'écouter 10 minutes et de comprendre pourquoi je vais persister dans mon attitude. Ça s'appelle l'échange permanent des compréhensions. C'est un outil qui est redoutable en négociation. Soyez toujours le premier à dire que vous comprenez l'autre, vous le mettez en position de vous rendre la monnaie de votre pièce dans 5 minutes. Je comprends que tu sois en colère, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas pour ça que je vais accepter tes menaces. Il ne comprendra ce que vous demandez ou ce que vous refusez que si vous d'abord, vous avez montré le bon exemple de comprendre qu'il puisse le demander, qu'il puisse être en colère contre vous. Et la dernière raison pour toujours dire que vous comprenez, qui est vraiment l'outil fort du charisme à ce niveau-là, De Gaulle l'a très bien montré, je vous ai compris, mais ce n'est pas le seul. C'est que quand vous ferez la chose la plus dure dans une crise ou dans une relation, c'est de dire non, de rompre. Vous aurez un copain grâce à cet outil. C'est de rajouter, et c'est justement parce que j'ai bien compris ta position, que maintenant, en connaissance de cause, je te dis non. Parce que si vous ne dites pas, c'est très bien ça, pas parce que tu avais compris, tu as dit. Alors, perds pas de temps, dis que tu as compris et que c'est pour ça que tu dis non. Voilà les 4 raisons de toujours dire que vous comprenez, avant de dire non, et le pire, non, je t'arrête tout de suite. Et là, l'autre, il descend dans la rue. Vous avez aussi le mais. C'est moins grave, évitez les mais. Ça me fait gagner beaucoup d'argent en négociation, le mais, parce que le mais dévalorise toujours ce qui a été dit avant lui. Je répète, le mais dévalorise toujours ce qui a été dit avant lui. Par exemple, je négocie avec des jeunes à un bureau. D'habitude, les jeunes entrepreneurs, je ne demande pas de garantie, de caution. J'essaie de leur faciliter les choses. Puis là, j'ai eu peur. Puis je me suis dit, pourquoi tu as demandé une caution? Et après coup, j'ai analysé. Parce que tout ce qu'il me disait, qui aurait pu être d'ailleurs une qualité, par son mais devenait un défaut. Vous savez, on est jeune, mais on a déjà de l'expérience. On vient de créer notre entreprise, mais on a déjà des clients. Pourquoi le mais? Ça veut dire que la première phrase était négative? Alors qu'il aurait dû me dire l'inverse. On est jeune, ce qui nous permet d'être corvéable à merci, d'être dans une énergie fabuleuse. On vient de créer notre boîte, ce qui nous permet de bénéficier des dernières technologies de la NASA. Le mais dévalorise toujours ce qui le précède. On dit que les femmes ont beaucoup d'intuition. Quand on les trompe, elles le savent le soir même. Ce n'est pas qu'elles ont de l'intuition, c'est que le soir même, on est plus con que la moyenne. Et on va rajouter le fameux mais. Ma chérie, je suis en retard, mais je t'aime. C'est fini. C'est plié. Remplacez toujours les mais par des et. À chaque fois que vous avez dit mais, vous auriez pu dire et. Le et renforce, le mais casse le lien. Même des mots qui arrêtent, qui sont négatifs, néanmoins, ça arrête. Vous pouvez les remplacer par des mots qui rajoutent. Évitez les mots qui enlèvent, préférez des mots qui rajoutent. On ne dit pas néanmoins. Alors, ça peut être neutre, on dit cependant, mais encore mieux. Toutefois, même dans l'arrêt, il faut en rajouter une petite couche. Je n'ai pas dit 36, je n'ai pas dit 4. De rien, des nada, très désagréable. Faites comme les cultures cerveau droit. You're welcome, avec plaisir. Je résume, toujours des mots qui rajoutent, jamais des mots qui enlèvent. Toujours des mots qui font le lien au début. Plus tard, éventuellement, de façon minoritaire, vous aurez des mots de rupture. Mais avant de dire non, il faut dire oui. Beaucoup de gens vous disent sinon, par exemple, je déteste le à part ça. Les apprentis coachs, ils vous posent des questions de coach, et à chaque fois que vous répondez, ils visent mais à part ça. Pourquoi ça ne vous plaît pas, chef? Oui et encore. Ceci étant. 4e et avant-dernière loi de la grâce, après le recentrage sur le réel, après la loi du sujet, du primat des sensations, des sentiments, de la personne humaine avant l'organique, l'objet. 3, la 3e loi du lien avant la rupture. La 4e, assez agréable à appliquer, je trouve, c'est la loi du choix. Faites
toujours semblant d'avoir le choix. Je vous avais dit, le temps contraint, l'espace libère. Le choix, c'est aussi un espace. Et vous donnerez toujours l'impression d'être en maîtrise très libre des situations quand vous ferez toujours semblant de choisir. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous êtes reçu par quelqu'un qui de suite marque son autorité. Et en général, le temps contraint, il va la marquer par la vitesse, l'impératif, l'injonction. Asseyez-vous. Souvent, ils vous en fait deux. Pour le cas où vous n'auriez pas compris, il vous dit « Allez, coup de pied au cul, allez, asseyez-vous ». Ce qu'il appelle la double injonction immédiate. Vous êtes tenté de l'imiter, ce qui n'est pas très bon. Vous êtes tenté de vous écraser, ce qui n'est pas très bon. Charisme, vous faites quoi? Je laisse réfléchir. Vous n'avez pas envie de perdre cette relation. D'un autre côté, elle a envie de prendre le pouvoir tout de suite sur vous. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne? Allez, injonction. Asseyez-vous, injonction. Ça commence bien. Moi, j'ai une règle d'or. Je fais autant d'espace de choix qu'on me fait des injonctions, des pressions de vitesse. Là, il y en a deux, il faut que j'en trouve deux. Alors, la première que je vous conseille est universelle. C'est le volontiers. Quand vous êtes dans une crise et une pression de temps, dites toujours volontiers. Ça veut dire quoi? Ne te fais pas d'illusions. Si je le fais, ce n'est pas que tu mets la pression, c'est que j'ai encore envie de le faire. Allez, volontiers, monsieur. C'est ma volonté qui me conduit, ce n'est pas ta pression. Dites toujours volontiers. Vous savez, il y a trois façons d'accueillir l'événement. Soit la personne est très sympathique. Allez, le sujet prime l'objet, je fais... Soit vous ne savez pas encore, c'est neutre. À tout à l'heure. Merci. Soit c'est un killer. Volontiers, monsieur. C'est ma volonté qui me conduit. Vous et moi, on est des hommes de volonté. Bon, on en a fait un deuxième, plus difficile, mais il faut aller au deuxième. Vous rajouterez après le volontiers, vous préférez que je m'assoie là ou là. Et 9 fois sur 10, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Où vous voulez. C'est-à-dire qu'il va renvoyer à ce qu'il y a de plus noble en vous, à votre volonté. Il a reconnu votre autonomie en 2 phrases. N'acceptez jamais la pression de la vitesse. Regardez les westerns, regardez les films, les polars. Le héros, vous le reconnaissez tout de suite. Quand on l'interpelle dans la vitesse, « Hé, vous là !» Il met 2 heures pour se retourner. C'est à moi que vous parlez. Eh bien, l'avantage du choix, c'est qu'il vous fait gagner du temps. Il vous fait ralentir la pression de vitesse. Allez, asseyez-vous, volontiers. Vous préférez que je m'assoie là ou là? Comme vous voulez. Et là, vous le regardez. Merci. C'est verrouillé. Pour vous, c'est volontiers. Pour les autres, c'est voulez-vous. Traitez les autres comme vous voulez que vous soyez, être traité vous-même. Évitez de dire « fais-le », ça c'est le pire. Alors le pire c'est, je le vois souvent dans des incidents de réunion, c'est les gens qui accélèrent la vitesse et qui ferment l'espace, le double harcèlement. C'est des phrases du genre « je vous arrête tout de suite, monsieur Aélion, répondez-moi là-dessus ». Donc là, tu identifies, tu as resserrement de l'espace sur sa personne, égocentré, accélération du temps pour que tu trébuches. Qu'est-ce que vous allez faire? Retenez bien cette phrase, le temps contraint, il vient de vous le faire, mais l'espace libère. Qu'est-ce que vous allez faire? 1, ce qu'on a vu. Je comprends. 2, application de ce qu'on a vu. Ouvrez l'espace. Et qu'en pensent les autres? Vous allez me dire, ils sont peut-être au ciel, enfin, ils sont quand même dans la salle. Retardez aussi un peu votre choix. Les autres aussi peuvent choisir. Mais face à la vitesse, ouvrez toujours l'espace. Le pire, c'est quand on vous fera une injonction avec le possessif. Combien de parents passent leur temps à dire « apporte-le-moi, fais-le-moi, dis-le-moi, prouve-le-moi ». Vitesse, resserrement d'espace, double oppression. 1, vous évitez. Donc 2, on passe, c'est un peu moins mauvais, mais c'est pas terrible. Peux-tu me passer la bouteille d'eau? Genre, j'ai un doute sur ta capacité depuis que tu es né, mon fils, et désolé, mais j'ai toujours un doute sur toi. Évitez. Ce n'est jamais peux-tu. C'est jamais fais-le, c'est veux-tu bien me donner cette bouteille d'eau? Si tu veux bien me passer la bouteille d'eau, merci de bien vouloir
Soyez obsédés par le mot vouloir, et pour les autres, et pour vous. Et le dernier outil, le cinquième, il est yang. Démarrez jamais une prestation sans verrouiller un minimum de choses. Dans mes séminaires, une fois que j'ai fait purger des attentes, que je les ai reliées aux objectifs du séminaire, que j'ai fait des choix sur les méthodes, tous les exercices ne sont pas obligatoires, vous pouvez en faire, ne pas en faire, j'applique systématiquement ces 5 outils. Et le dernier, c'est une phrase qui tombe à la fin, quand il y a eu beaucoup d'yin, 3 lois d'yin, une loi neutre, et à la fin je leur dis, question fermée, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler sur cette base-là? C'est-à-dire, je fais verrouiller les règles du jeu. La plupart du temps, ça se passe bien. Pas tout le temps. Donc, il ne faut pas le faire, l'outil. Bien sûr que si. Je rajoute, ne différez jamais les crises. Plus vous la différez, plus vous l'augmenterez. Je préfère avoir un incident à 9h15 que de me traîner un cadavre pendant 2 jours. Une fois sur 3, je suis exaucé, j'ai l'incident. Il y en a un, par exemple, qui me dit « Non, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je fumerai. Moi, je ne peux pas me dispenser de fumer. Tu as dit de ne pas fumer. Moi, je suis désolé, je fumerai. » Qu'est-ce que vous faites? Appliquons les outils. Premier outil, accueil inconditionnel de compréhension. Oui, je comprends. Deuxième outil, le lien. Par exemple, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs, mais on est obligé de taper sur ces 5 outils. Et pourquoi continuer à fumer, mettre la salle dans la cigarette? Ah ben j'en sais rien, c'est ton problème. Tu peux être propositif. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Par exemple, quand tu as envie de fumer, ben, tu te lèves, tu fumes dans le couloir, puis tu reviens. Ou souvent, ce n'était pas forcément la cigarette, c'est aussi le téléphone portable. Non, non, je n'éteindrai pas mon téléphone. Ben, c'est qu'est-ce qui t'empêche de laisser le téléphone au gardien du country, comme ça, il prend les notes de coups de fil, à la pause, tu vas les... Et d'après vous, combien de fois je lui fais une proposition d'espace? Jamais 4. 4, le pli est pris. 3 sommations. Et admettons qu'il ne soit pas coopératif, qu'on soit toujours dans la crise impossible. Je finis par le choix. Après l'accueil, le sujet, après le lien, le rebond, le choix. Maintenant, tu as le choix. Soit tu acceptes ma règle du jeu et c'est avec plaisir que je te garde en séminaire, soit pour X raison que je n'ai pas à juger, tu la refuses et je te demande de quitter cette salle. Rupture. Et le yang finit par arriver. Et quitte à faire d'ailleurs ensuite une petite paix des braves après le yang. Maintenant, même si tu quittes cette salle, je fais une autre session au mois de novembre, au mois de décembre, et c'est avec plaisir que je t'accueillerai si entre-temps les choses ont évolué. Vous avez appliqué tous les outils qu'on a vus depuis ce matin. Ne démarrez jamais une prestation si les règles du jeu ne sont pas acceptées inconditionnellement. Dans la négociation d'Harvard, ça s'appelle toujours négocier la négociation. Ça prend des années. On se met d'accord sur le lieu de la négociation, la composition, la délégation de négociation. Ça prend des années, beaucoup plus que ne prendra la négociation elle-même. Mais on ne démarre jamais une prestation dans la vie sans négocier les règles du jeu, de la prestation. Négocier toujours la négociation. Le maître est quelqu'un qui se régule et qui régule. Et il y a un minimum de règles du jeu sur lesquelles on ne fait, j'insiste, aucune exception. Et quand je demande les valeurs et les règles du jeu à mes clients, quand je fais du coaching de situation réelle dans l'entreprise, je leur dis, m'en donnez pas plus que 3, vous me connaissez, parce que vous allez voir, vous n'allez pas les tenir. Je connais personne qui arrive à tenir très longtemps une règle du jeu. C'est très français, très latin, je dirais, de vouloir à un moment donné faire l'exception qui confirme la règle. Mais cette phrase est d'une stupidité crasse. L'exception n'a jamais confirmé une règle, elle la tue. Dites à un scientifique qu'il y a des règles de calcul pour envoyer la fusée sur la Lune, mais il y a des exceptions. Vous n'aurez jamais le budget de la NASA. Hein. L'exception, d'ailleurs le concept à Rome, n'hésitez pas, l'exception confirme, ça a été mal traduit. L'adage à Rome, c'était l'exception infirme, la règle. Mon conseil en charisme, faites peu de règles, sans aucune exception. Et là, vous vous ferez un nom très vite. Donc quand les gens ont des règles, je leur dis, pas beaucoup, vous allez voir, c'est un enfer. Vous aurez des rendez-vous, vous n'aurez qu'une envie, c'est de la transgresser vous-même. Alors il vaut mieux réfléchir avant.
Alors, une des façons de verrouiller, j'appelle ça même souvent le double verrou, c'est le merci dont j'ai un peu parlé. Parce que dans ma dernière phrase, je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord sur cette façon de travailler? La plupart, mettons que ça se passe bien, me disent oui. Alors, quand on me dit non, je dis, qu'est-ce que tu proposes d'eux? Qu'est-ce que tu peux proposer? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à me dire oui? Bon, on est ouvert. Approche solution qu'on a fait. Puis, admettons que ça se passe bien, ils me disent oui, c'est pas fini. Le double verrouillage. Verrouiller toujours le verrou. Quand on me dit oui, je dis merci. Ça veut dire quoi le merci? Merci est un mot très trouble. Donc il est charismatique, parce qu'il est à la fois yang et yin. Il est masculin, féminin. Il a l'air gentil, le merci. Mais il ferme redoutablement le merci. D'ailleurs, quand on disait « j'ai été remercié par mon employeur », on voit bien que c'est plutôt yang que yin. Une guerre sans merci, terrible. Dites toujours merci dans des situations troubles. Ça veut dire que tu ne pourras pas dire que tu ne l'as pas dit. Ça veut dire que tu t'es engagé. Au début, il n'y a que moi qui m'engage, mais par le merci, j'ai reconnu son engagement. Le merci est tellement important que dans le cas où vous allez douter, je m'engage un peu en vous disant ça. Dans le doute, dites toujours merci. Prenons 2-3 exemples. Je suis totalement d'accord avec vous. Souvent les gens, souvent les saboteurs vous diront, parce qu'ils ont fait certains séminaires de séduction, ils vont vous faire du guide devant. Bon, alors c'est vrai, monsieur Aelion, que je suis d'accord avec vous. La voix m'a monté dans l'aigu, et vous savez qu'après la trêve, vous le saurez, Lubac. Mais quand même, là-dessus, vous exagérez. Ça, c'était bon. Parce que maintenant, je vous propose l'antidote du merci. Alors, vous sentez un homme commence à monter dans l'aigu. Il vient de dire mais, ou il va dire mais. Vous le sentez dans la phrase. Coupez-le. Mais c'est le couper, oui. Mais couper par le merci, c'est donner l'impression qu'on est quand même d'accord avec lui, parce que vous faites semblant d'y croire. Et voilà ce que ça donne. Bon, alors, c'est vrai que vous nous avez apporté toute cette information à l'heure, mais, oh, merci de le reconnaître. Non seulement on vous l'a apporté à l'heure, mais en même temps, j'ai consulté l'équipe, j'ai travaillé toute la nuit, c'est sympa de le reconnaître, monsieur. Le don, c'est la dette. Quand vous sentez que vous aurez des critiques, faites ce qu'on appelle le merci par anticipation d'emmerde. Vous aurez souvent des compliments par anticipation de critiques. Eh bien, vous, la réciprocité, c'est le merci par anticipation d'emmerde. Alors, par exemple, la dernière phrase, on pourrait peut-être travailler ensemble, passer à l'action. Merci. Et revenez aux 5 lois. On commence lundi ou mardi? En novembre ou en décembre? Les 5 lois, en fait, s'intègrent très bien entre elles. On part du réel, c'est souvent la première. D'ailleurs, on finit aussi dans le réel. Merci, nous avons ensemble vécu ici et maintenant. À partir de maintenant, je vous conseille de pas. Ensuite, 3 lois de grâce bien ouvertes. Le sujet, j'accepte les sentiments, je les comprends. Le lien, je rebondis toujours d'abord. Même avec un salaud, vous pratiquez le lien. Même avec quelqu'un qui vous dira, phrase typique d'un saboteur, de toute façon, entre toi et moi, ça ne peut pas coller. Ah, ça, il faut que je le dise parce que ça fait partie des petites crises que le charismatique aime bien. J'ai souvent en entreprise, avec certaines relations syndicales et autres, de toute façon, on n'est pas dans la même logique, chef. Vous avez une logique de capitaliste, on a une logique sociale, de travailleur. On n'a rien en commun, monsieur Aelion. Alors ça, vous ne l'acceptez jamais. Ça, c'est la définition du salaud. Parce que c'est faux. Vous avez tellement plus de choses en commun avec les gens, même vos ennemis, que vous ne le pensez. C'est sidérant. Et vous allez lui dire ce que j'appelle le discours de Shylock dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Quand on lui dit « Ouais, mais toi, t'es à part, t'es dans ton ghetto, t'es pas de chez nous. » Comment ça, je suis pas de chez vous? Je suis différent. Ça veut dire que si on coupe mon doigt, il n'y a pas du sang qui sort de mon doigt, comme il peut sortir de ton doigt si je le coupe. N'acceptez jamais qu'un saboteur vous dise « Entre toi et moi, ça ne collera jamais. » Ça, d'ailleurs, c'est ce que j'appelle la dernière phrase du couple. J'avais un ami qui me dit comme ça, ma femme me dit « Tu sais, on ne peut pas s'entendre, ça ne colle pas, on n'a pas de point commun. Tout nous, exactement la phrase, tout nous sépare. » Alors, il me dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « T'attends qu'elle te dise 3 fois, puis tu viens me voir. 3-4 fois. 4 fois. » Il a fini. Bon, il arrive, 2-3 mois après, il me dit « Ça y est, on y est, j'avais oublié, on y est quoi ?» Ça y est, elle m'a dit 4 fois. Qu'est-ce que je fais? Divorce. Il n'y a plus d'outils. Quand quelqu'un vous dira plus de 3 fois « tout nous sépare », gagnez 5 années de votre vie. Quittez-le. Il vous dit gentiment qu'il a décidé
qu'il a la volonté de la rupture permanente. Et ça, c'est la définition du killer. Donc, vous avez une dernière chance, c'est de le remettre dans l'intersection du lien. Comment ça, on n'est pas au même endroit, au même moment? Toi et moi, on ne parle pas français. Toi et moi, on n'aime pas nos enfants. Toi et moi, on préfère pas gagner de l'argent que d'en perdre. On préfère pas travailler dans la joie que dans la colère. Tu sais, je peux passer un an à te dire tout ce qu'on a en commun. Donc, si tu passes ta vie à me dire qu'on n'a rien en commun, c'est quoi? C'est pas une réalité, tu le sais bien. C'est une volonté. Ça s'appelle la volonté de me faire la guerre. Dans ces cas-là, tu m'autorises à te faire la guerre. C'est bien ce que tu veux. Et on finit toujours dans le choix. C'est bien ton choix. On verrouille. Voilà. Pour résumer ce que nous avons fait, et j'aime bien prendre toujours cette croix qu'on retrouve dans la présence physique, qu'on va retrouver aussi dans l'aura. C'est toujours vos 4 obsessions entre ciel, terre, passé et futur. C'est l'espace-temps. On recentre sur le réel, mais pas plus bas, hein, je n'ai pas dit dans la terre. Le sujet prime l'objet, je suis ouvert à celui qui est un peu devant moi, face à moi. On dit que c'est une forme de lien, d'ailleurs, le lien avec l'autre. Ne jamais rompre le lien avec l'autre, même si c'est le plus grand des salauds. Il y a toujours des liens. Le choix qui m'ouvre l'espace, le ciel, et les règles du jeu qui referment un peu sur moi, sur quelque chose de ferme, avec de la fermeté et de la fermeture. Et le lien qui résume bien ces 4 lois que vous avez intérêt à mixer ensemble. Donc encore une fois, votre flexibilité, votre charisme, plus de tactique, on parlait de mouvement ce matin, l'un d'entre vous. Je dirais qu'un charisme de mouvement tactique revient. Il retrouve la réalité ciel, terre, passé, futur, mais à travers ces 5 outils de grâce. On ressent sur le réel, on met face à des choix, on accepte la subjectivité inconditionnellement de l'autre, on crée toujours des liens entre l'autre et moi, et on ne démarre jamais sans verrouiller un minimum de règles du jeu. Je pensais à quelqu'un de charismatique. Il y a une parabole dans Jésus, ou un acte des apôtres, je ne me souviens plus, où un aveugle dit, toi qui sais tout faire, Jésus, rends-moi la vue. Qu'est-ce que Jésus répond? Règle du jeu. Oh, il le fait subtilement, mais il fait d'abord une question. D'abord, crois-tu en moi? Il verrouille sur les croyances de l'autre. Il fait à la fois la règle du jeu et le sujet prime l'objet. Quelle est ta croyance? D'abord, crois-tu en moi? Et l'aveugle répond oui. Eh bien, tu es guéri. On passe au suivant. J'ai trouvé quelque chose de bizarre. Alors, vous allez voir dans cette vidéo que je vais tronçonner en 4 morceaux. C'est une vidéo qui est courte, elle fait moins d'1 minute. Elle est très riche, elle est très dense. À la fois, vous aurez des outils qu'on a vus dans la présence, des outils physiques. Vous aurez aussi des outils tactiques qu'on vient de voir. Vous aurez aussi les présupposés du matin, flexibilité, situation et autres. On va opposer le premier extrait aux 3 autres. Le premier extrait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est le président d'une société, Teldar Paper, qui anime une assemblée générale d'actionnaires, donc c'est un peu notre univers, et ça se passe mal. Il y a une crise, et il essaye de convaincre les actionnaires de voter pour son plan de redressement. Il est applaudi, mais vous savez, vous avez toujours des applaudissements de circonstances, des gens qui légitiment, qui veulent avoir la paix. C'est du sable. D'ailleurs, on va le voir, parce que dans la seconde qui suit, Michael Douglas, qui joue le charismatique Gordon Gekko, un raideur, et c'est d'autant plus intéressant que ce raider, le film me le fait voir, c'est un type froid comme de l'acier, très, très rationnel, Il va charmer de façon gracieuse la salle comme ce n'est pas possible. Il va le faire en 3 temps. Et ça aussi, ça doit nous évoquer quelque chose. Alors, on va d'abord analyser le premier extrait. Là, je vous poserai des questions. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est retourné, ou que ça va se retourner contre cet homme? Et ensuite, on va analyser les 3 séquences où Michael Douglas, donc en 40 secondes, va retourner une salle qui a pourtant applaudi à son adversaire. Donc, premier extrait, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai trouvé quelque chose de bizarre.
Notre compagnie, chers actionnaires, est maintenant assiégée par Gordon Gekko. Teldar Pepper a dû s'endetter jusqu'aux oreilles, comme une république bananière aux abois. Et je dénonce de toutes mes forces les visées de Monsieur Gekko, s'emparer de la majorité dans le but de brader la société aux dépens de tous les actionnaires. Je ne saurais trop vous recommander de rejeter sa tentative d'OPA sauvage en votant pour une restructuration de notre financement. Je vous remercie. Alors, certains ont envie de s'exprimer sur des outils aussi bien de fond que de forme, acteurs-auteurs, qui sont des remèdes à l'amour. Vous pouvez ouvrir vos micros sans aucun problème. Partageons, nous vous écoutons. Il parle du passé. Oui. Il y a beaucoup de gestuels. Laquelle en particulier? Qu'est-ce qu'elle a de typique, sa gestuelle? Il montre du doigt, non? Il a le flingue. Ouais. Ah oui. Ça, c'est l'épée. Souvent dans la vie, vous avez le bouclier et l'épée. J'allais dire Pétain et De Gaulle. Bon. Souvent, des gens se protègent ou par les mains, ou par les feuilles, ou alors, ils pointent. Dans les séminaires, je fais analyser, est-ce qu'on pointe au ciel, les conceptuels? Est-ce qu'on est agressif contre le sujet, la personne? Ou est-ce qu'on veut venir dans la terre? Alors lui, il les met au moins dans 2 des 3 directions. Agressivité du doigt. Il pointe. Quoi d'autre? Si on reste dans la gestuelle, par exemple. Après, on fera les mots. Claire, une idée? Pardon? Au Claire, ton, une idée? au ton donné. La façon dont il parle, en fait, il est agressif. Il n'est pas monocorde comme tout à l'heure, en fait. On n'entend pas trop. Qu'est-ce qui le rend agressif, précisément? C'est le ton utilisé, en fait, la voix. Rapidité. On est dans le grave, mais dans l'agression, en fait. J'ai du mal à l'exprimer, mais... Il est dans un volume sonore très fort dès le départ qui traduit une colère constante. Or, la colère est un outil tellement précieux que je peux passer une journée à vous faire un séminaire sur la colère. Rassurez-vous, on ne le fera que 5 minutes tout à l'heure. Donc, il a une colère sans nuance, permanente, avec un volume sonore beaucoup trop fort. Il fait trop de tonique. Accompagné d'un coup de menton, d'ailleurs. Très saccadé. Avec la main qui tape sur le pupitre. Évitez les bruits parasites. Le moins de bruit quand vous voulez charmer une salle au début. Alors sur le fond, c'est assez paradoxal ce qu'il fait d'ailleurs sur le fond. Au moins 2 choses intéressantes. Une qu'on a vue, une qu'on peut entrevoir. Ce qui est bien avec les gens agressifs, si vous êtes patient en face d'eux, c'est que souvent ils tournent leur agressivité contre eux-mêmes. Il dit plus de mal de sa société que l'autre n'en dira jamais. Malheur à qui s'accuse. Comme une république bananière aux abois. Mais qui l'a dit? Qui l'a dit? Manu, tu voulais dire quelque chose? Oui, il est plus dans le pourquoi, l'analyse de la situation compliquée que dans le comment on va faire. Il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de bravo. Il n'y a pas de projet sur un futur immédiat. Il n'y a aucune projection. Alors, une chose qu'on a vue, regardez cet outil quand je vous ai parlé de l'impact. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver qui contre cet outil, malheureusement pour lui? Donneur d'ordre, sinon, il n'a pas... Oui, il est imposé. beaucoup dans la... Oui, il le dit d'ailleurs, bravo. Je ne saurais trop vous recommander. Dans recommander, il y a commander. Mais regardez bien dans l'impact, qu'est-ce qui fait qu'il est anti-impact? C'est quoi l'impact et qu'est-ce qui fait qu'il va à l'encontre de l'impact? Il parle au pluriel. C'est un outil qui est souvent pas assez travaillé, je trouve. Quand je corrige les discours de dirigeance, je fais la chasse au pluriel. D'ailleurs, c'est ça qui a fait le succès du storytelling.
Vous racontez qu'il y a 6 millions de morts du sida chaque année en Afrique, ça fait pleurer personne. Vous décrivez l'histoire d'une petite fille de 6 ans au Malawi qui est morte de telle et telle circonstance, vous triplez les fundraising, les levées de fonds. Le singulier l'importe sur le pluriel. Or, il parle au pluriel. De toutes mes forces, tous les actionnaires. Évitez ce que j'appelle le tout à l'égout. Quand, entre guillemets, j'ai envie de contrer quelqu'un dans une séance politique, j'attends simplement qu'il utilise le mot tout et je reprends son mot dans l'aigu. Alors, tout le monde. Alors, depuis toujours. Alors, tout à fait. Il y aura toujours astérix quand vous ferez toujours. Parlez au singulier. Alors maintenant, on va voir le chef-d'œuvre. Là, c'est juste une mise en bouche. Ce chef-d'œuvre, je vais le couper en 4 morceaux et vous verrez bien comment ces 4 parties sont très typées, ont un effet très précis et particulier, et bien sûr, dans l'ordre yin avant le yang. Première étape, très yin, et tout de suite la salle commence à rire. Mais ça ne m'a pas attendu 3 mots. Analysons le premier extrait de Retournement. Michael Douglas. Eh bien, je me réjouis que vous me donniez l'occasion, Monsieur Cromwell, en tant qu'actionnaire majoritaire de la société Tendar Pepper, de parler. Voilà, je vous laisse réfléchir et verbaliser ce que vous avez envie de dire. Vous savez, ces extraits sont tellement riches, j'ai mis en e-learning un questionnaire de 90 questions sur les 4 extraits que vous allez voir. Tellement il fait d'outils. On va se concentrer sur les plus importants. Là, il y a un revirement de situation parce qu'il le remercie en plus. Après, non. Il introduit en remerciant. Alors c'est très intéressant que vous disiez cela en premier, parce qu'en fait, il ne dit pas merci, mais vous avez quand même raison, ça veut dire merci, ce qu'il dit. Mais il va faire d'une pierre 2 coups, c'est-à-dire qu'il fait la merci-attitude, en plus en utilisant 2 autres outils qui aboutissent au même résultat. Lesquels? Mais c'est vrai que très vite... Pardon? Il comprend en quelque sorte? Alors, ça veut dire ça, mais il ne dit pas. Mais on est autour de ça, vous avez raison. Il fait comme si... Il accueille, en fait, il accueille. En fait, dans ma société, en fait, cet extrait-là, en fait, fait l'objet en fait d'une formation, une journée entière, en fait. Et les résultats, justement, donc de cette formation, en fait, c'est une technique en fait donc de gestion de l'objection qui s'appelle en interne, en tout cas, le RIOC. Donc W, welcome, R, réexaminer, I, isoler, O, trouver, overcome, et C, justement, donc closer, pour reprendre justement donc le dessus entre guillemets donc dans la négociation, quoi. Mais c'est effectivement en fait donc reconnaître en fait le sentiment en fait donc de l'autre, réexaminer effectivement donc si c'est effectivement donc quelque chose, et là en plus comme il le fait en public, donc de prendre le public à partie, isoler, et puis on passe à autre chose, quoi. C'est tourner la page le plus rapidement possible, mais c'est vraiment accepter en fait la vie de l'autre. Il y a 30 ans, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Manager en toutes lettres », qui est toujours d'ailleurs chez Amazon. Si vous regardez la conclusion, vous avez un début d'analyse de cette séquence. Elle est travaillée au mot près. On y va. Premier mot, c'est quel mot? Quel est son tout premier mot? Après, on fera le non-verbal. Mais d'abord, l'auteur. Quel est son tout premier mot qu'on a vu? Je vous remercie. Eh bien. Non, mais ça veut dire je vous remercie. Mais là où il est très fort, c'est qu'il arrive à ça par des mots très précis, très simples et codés depuis des années. Vous me donnez l'occasion de parler ou un truc comme ça? En tout cas, c'est un mot-clé qu'on va voir en 5e position. Le premier mot, c'est « et ». Comme s'il reprenait le fil qui n'a jamais été coupé. On ne lui coupera jamais le lien de communauté affective avec la salle. Jamais de rupture immédiate. Mon 2e séminaire sur le charisme s'appelle l'aïkido relationnel. On fait de l'aïkido, on rebondit, on rebondit, on rebondit, c'est du rodéo. 1, c'est le « et ». 2, c'est un des 3 B de la Renaissance. Eh bien, c'est l'optimisme. C'est court, c'est codé, c'est au bon moment, c'est intense et flexible, tout ce qu'on a vu. Ensuite,
On est au singulier du je. Et c'est vrai que là, on ne l'a pas encore vu, mais ça fera partie de l'aura. Il va gérer des 4 sentiments de base, le plus important en charisme. Je rappelle 4 sentiments de base, tristesse, joie, peur, colère. Le charismatique va privilégier toujours 2 sentiments de base. Je ne dis pas qu'il ne fera pas les 4, puisque le sujet prime l'objet, il est à l'aise en l'intelligence émotionnelle générale. Mais c'est vrai qu'il y a des proportions. Il est dans la joie, là. Bravo. Surtout si vous avez vu le film, il n'en a aucune. Ce type, c'est un ordinateur sur 2 pattes. C'est pas ce que c'est. La première chose, vous aurez la salle que vous méritez. Si vous voulez que la salle soit en joie de vous avoir comme orateur et le plaisir de vous avoir comme orateur, vous devez lui vendre la joie que vous avez d'être avec elle et le plaisir que vous avez de lui parler. Il n'a aucune joie, mais il la met. Je ne sais plus qui avait dit cette phrase. Je joue mes sentiments, je suis donc sincère. C'est une phrase qui est très discutée au théâtre. Parce que le problème, ce n'est pas de jouer, c'est de bien jouer. Eh bien, je me réjouis. Il commence, comme tous les hommes d'action, par faire ce qui crée l'acte. Pour mouvoir, il faut émouvoir. Et le verbe d'action est entraîné d'abord par l'émotion. Le sujet prime l'objet. Il fait la loi du lien, il fait une forme de positivité immédiate, et il fait le sujet prime l'objet. Eh bien, je me réjouis. Alors que c'est absolument pas vrai. Là, on rentre, 4e outil, dans une définition typique du charisme. Je crois que j'ai commencé le séminaire là-dessus. Le charisme est un don. On donne. Vous me donniez. On ne lui a rien donné. On lui a donné des coups de pied au cul. Vous êtes tellement grands, mesdames et messieurs, que vous ne reconnaîtrez jamais qu'on vous tape dessus. On ne vous agresse pas, on ne vous critique pas, on vous donne des conseils, on veut votre bien. Il va transformer dialectiquement en don ce qui a été en fait une attaque. Eh bien, je me réjouis que vous me donniez. Et là, vous avez très bien trouvé, alors qu'on ne le trouve pas forcément, c'est le kéros des Grecs. Que vous me donniez l'occasion. Vous avez besoin que de ça. Vous êtes inflexible. Or, le flexible, c'est l'occasion qui fait le larron. Je n'ai pas besoin des résultats, des supports, tout ça. Donnez-moi les circonstances. Le reste, je le fais, parce que je suis un charismatique. On ne lui a rien donné de tout ça. Il reconstruit la réalité, mais d'une façon qui est grande, pour tout le monde, même pour ses ennemis. Eh bien, je me réjouis que vous me donniez l'occasion. Et là, c'est intéressant. Il reprend l'actif. C'est le deuxième P, le deuxième P du regard. De prendre la parole. Évitez de dire dans vos conventions que vous donnez la parole à un collègue. Non. Non, évitez de dire que vous laissez la parole. Vous la donnez, mais encore mieux, vous ne dites aucun des 2 mots. Laissez-la lui prendre. Oui, volontiers. Que vous me donniez l'occasion de prendre la parole, et là, il revient à son outil d'entrée. Je n'ai pas assez parlé, mais il y a une loi de symétrie dans les belles interventions orales. Il finit comme il a commencé. Il finit dans le lien, en tant qu'actionnaire majoritaire. Ça a l'air simple comme outil, mais il est très intéressant, très théorisé par les orateurs romains. C'est le primus inter pares des Romains. D'accord, je suis le premier, je suis actionnaire majoritaire. C'est vrai. J'aurais pu dire autre chose. J'aurais pu dire que je suis copain avec le gouverneur, que je suis propriétaire de 3 banques locales. Je suis ici d'abord comme actionnaire. Certes majoritaire, mais d'abord comme actionnaire. Donc, si tu continues à dire du mal des actionnaires, tu en as 400 dans la salle qui ne vont pas aimer non plus. Présentez-vous toujours dans les ressemblances avec la communauté affective que vous voulez influencer. Il commence dans le lien et il finit dans le lien en tant qu'actionnaire. Primus inter pares. Ça lui a pris même pas 5 secondes. Maintenant, on fait le gestuel. C'est très séquencé ce qu'il fait sur le plan gestuel. Je pense qu'il ne s'agit pas ici de tenir des discours fantaisistes, mais de parler des réalités économico-politiques. L'Amérique
est maintenant devenue une puissance de deuxième ordre. D'accord. Donc là, on vient de revoir le premier extrait de... Qu'est-ce qu'il fait sur le plan gestuel? Et à quel moment? Toujours le kéros. Alors, le premier geste qu'il fait en se levant. Hein, il se lève, oui. Oui, mais il pose sa main sur une personne qui est dans l'assistance. Il faut savoir que c'est son collaborateur qui l'a mis sur le coup. Mais peu importe, il fait partie de l'assistance. Donc, quelque part, il dit je suis avec vous. Ensuite, Ah oui, mais c'est pas peu importe, parce que ça serait bien même si c'était quelqu'un de l'assistance, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il fait le verrouillage de l'apôtre dont j'ai parlé ce matin. Ça va devenir un sbire. Il va se damner, ce collaborateur. Il risque d'ailleurs la tôle à la fin du film. Il fait un signe de reconnaissance par anticipation. En le touchant, il le reconnaît d'avance. Ça veut dire en gros, je saurais me rappeler que dans ces moments où nous n'étions pas très nombreux, tu étais avec moi. Et comme on dit dans un autre film, L'étoffe des héros, si moi je monte, toi tu montes. Si moi je gagne, toi tu gagnes. Je saurais me rappeler que nous n'étions pas très nombreux. C'est le concept des happy few que reprendront beaucoup d'ailleurs, et De Gaulle et les Anglais. Les happy few. Jamais aussi peu d'entre nous ne doivent autant de choses, etc., etc. Je saurais me rappeler que tu étais à mes côtés et on n'est pas nombreux. Au lieu de chercher à se rassurer, comme font beaucoup d'orateurs qui ont le trac, il cherche à rassurer son entourage le plus immédiat. Il est dans ce que le véritable courage de soit le véritable courage pour l'autre, c'est de faire du souci pour l'autre. En même temps, il consolide ses ailes. J'ai beaucoup travaillé les alliances, donc les ailes quand on anime une réunion, les ailes sur les épaules latérales. Toujours consolider ces alliances. Même si on sait que César est seul, c'est quand même bien qu'il y en ait 12 qui ne soient pas très loin non plus. Alors, ensuite, il va marcher. Il était assis où? au milieu. Bravo. Pratiquement un milieu parfait, en largeur et en longueur. Il est dans une forme d'humus, d'humilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est obligé de se lever. Et là, qu'est-ce qu'il va faire et comment il va le faire? Il va monter au sujet. Ben, et comment il va? Déjà dans la posture, il est avec la salle, orienté vers l'orateur précédent qui est au ciel, et il se positionne avec l'assemblée, donc parmi les gens de l'assemblée. Donc il dit je suis avec vous. Alors il est dans le ici et maintenant quand il est assis, et une fois qu'il se lève, il monte directement sur l'adversaire. Il monte au sujet. Il ne reste pas, il ne recule pas, il monte au sujet. Et là, il a lu Victor Hugo, parce qu'il applique un vers intéressant de Victor Hugo, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Apprenez ce vers par cœur. C'est un très beau slogan d'orateur. Quand vous serez dans une crise, vous montez au sujet de deux façons. Le pas légionnaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, la lenteur. Et à ce moment-là, maintenant qu'il y a vraiment la crise, un petit sourire. Ça s'appelle le calme des vieilles troupes. Pas de gravité trop tôt. Au début, on est neutre, on est sobre, d'accord? Mais là, on va dédramatiser. Il marche lentement en souriant. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Dernier outil, deux choses. Il s'arrête, il se penche légèrement, une forme de remercier. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que la voix, la phrase commence par le médium. Eh bien, je me réjouis. Et elle finit, écoutez-la bien cette phrase dans le médium, en tant qu'actionnaire majoritaire. C'est d'une évidence qu'on ne peut même pas le contester. Ça, c'est l'adret avant l'ubac. Ça, c'est le yin avant le yang. Maintenant, comment il va faire pour passer au yang? Et là, il va faire, dans le nouvel extrait, qu'un seul outil. Il n'y a même pas d'autre. Mais cet outil est incontournable et on l'a vu.
Qu'est-ce qui permet de passer très rapidement d'une situation excessivement yin et séductrice à une situation très exigeante, yang et dure? Regardez cet outil. Deuxième extrait de Michael Douglas. Pardon? Non, alors c'est le troisième de la série, de tous. C'est le troisième. Oui. Donc vous allez peut-être entrevu tout à l'heure, on va le revoir. D'ailleurs, son visage a totalement changé. Quand il aura fini cette phase 2, c'est un autre visage. Et cette phase 2, elle doit prendre 2 secondes, 3 secondes. Cette marge de profil. Le déficit commercial et plus encore fiscal a mis notre pays plus bas que terre. À l'époque du libre marché, quand l'Amérique était la... Alors, vous pouvez y réfléchir à l'avance, ça c'est le premier, enfin c'est le deuxième de la série, et c'est juste après. Je pense qu'il ne s'agit pas ici de tenir des discours fantaisistes, mais de parler des réalités économico-politiques. L'Amérique est maintenant devenue une puissance de deuxième ordre. Et son visage est totalement métamorphosé. Quel est l'outil unique qu'il vient de faire? Ah tiens, ça, la télévision. Merci. Et on l'a vu. Il utilise le temps. Le temps et l'espace d'ailleurs, mais le temps, il ralentit. Il est maître du temps. Encore plus que vous ne le pensez, parce qu'il utilise l'outil qui va le rendre maître du temps. Il arrête ses phrases. Il utilise le silence. Aussi, mais l'outil qui va d'ailleurs verbaliser. Pardon? Il utilise le silence. Ça aussi, vous avez raison, tout ça. Mais stratégiquement, il utilise une des 5 lois de grâce. Et pas n'importe laquelle. Et c'est le bon moment de le faire. Je vais vous dire pourquoi. Et en plus, il le dit. Il le fait, mais il va dire qu'il le fait. C'est le lien au réel. Bravo! C'est le début. Il commence en partant du réel. Et là, le réel, il est dramatique. Là, on arrête de sourire. Il ne s'agit plus ici. L'Amérique est maintenant. En français, c'est ici et maintenant. Et pour le cas où on n'a pas compris, il rajoute, il faut revenir aux réalités. Il le dit 3 fois. Ne démarrez jamais une prestation à 2 ou à 2 millions de personnes dans la salle sans commencer toujours par le recentrage ici et maintenant. On identifie le lieu, on identifie le moment, et on dit que notre obsession, c'est de partir comme premier raisonnement, on appelle ça la première étape de l'intelligence, l'observation du réel. L'observation du réel. Il le fait très bien. Alors après, il y a les outils que vous avez dit qui en rajoutent. Là, je vous fais l'essentiel, mais si on passe son temps, on peut passer une journée à analyser ces 3 morceaux, tellement c'est travaillé. Alors, une chose qu'il fait qui est intéressante, quand il parle à un moment donné d'une personne morale, l'Amérique, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de marcher. Pour faire voir que vous respectez les noms de personnes physiques ou morales, jamais de déplacement sur les mots forts. Et là, il s'arrête, et là, il regarde la salle. Il parle un peu de profil en marchant, mais ce n'est pas les choses importantes. Quand c'est important, je m'arrête, je fais face. Et maintenant, vous allez avoir, il est prêt, pour passer au yang, donc il a bien fait le yin de la première séquence, la transition neutre par le ici et maintenant, donc je dis que c'est un outil premier mais neutre. 3, je finis dans le deuxième outil du charisme, en termes de sentiment, après la joie. Quelquefois avant, la colère. Le problème, c'est que son prédécesseur a toujours été dans la colère. Non, il y a un moment où vous aurez toujours intérêt à vous mettre en colère, mais je n'ai pas dit souvent, loin de là. Trop de colère tue la colère, mais il faudra très bien le jouer, et je vous dirai comment. Voyons sa gestion de la colère.
Le déficit commercial et plus encore fiscal a mis notre pays plus bas que terre. À l'époque du libre marché, quand l'Amérique était la première puissance industrielle du monde, les entrepreneurs devaient rendre compte à leurs actionnaires. Les Carnegie, les Rockefeller, des hommes qui ont bâti ce gigantesque empire industriel, se pliaient à cette règle parce que c'était leur propre fortune qui était en jeu. Aujourd'hui, vos administrateurs ne risquent pas un seul dollar dans la société. À eux tous, ces messieurs assis à la tribune possèdent moins de 3% de Teldar Paper. Et où est-ce que M. Cromwell investit son salaire annuel d'1 million de dollars? Pas en actions Teldar, il en a moins de 1%. Teldar est à vous. C'est vrai. Vous, les actionnaires, or, vous êtes tous possédés dans les grandes largeurs par ces bureaucrates, avec leur déjeuner d'affaires, leur week-end à la chasse ou à la pêche, leur voyage d'études bidons et leur parachute doré. C'est scandaleux! Vous vous oubliez, Gecko! Voilà, si certains ont envie de reconnaître quelques outils ou d'en découvrir un nouveau qu'on n'avait pas vu en plus. Il prend à partie la salle avec le vous, évidemment. Alors, très beau discours, interpellation à la deuxième personne, bravo. Par contre, pour ses adversaires, il emploie le « c'est », l'indéterminé, hein, la distanciation. Ces administrateurs, ils ne sont pas grand-chose. Physiquement, il se replace au milieu de la salle. Je suis au milieu, je suis avec vous. Tout en disant ça. Et à la fin, au début, il est monté au sujet, on l'a vu dans l'extrait précédent, mais à la fin, il se dissocie totalement des administrateurs. Il leur tourne le dos, ce qu'on ne fait jamais à un grand. Il y a même des rites où il fallait reculer en regardant toujours le roi quand on le tourne littéralement le dos pour que le garde de l'auditoire le suive. Donc, il déconnecte, hein, c'est Moïse et la mer Rouge. Mais d'abord, il est monté au sujet dans l'autre exercice, et là, il se dissocie totalement à la fin. Et quoi d'autre? Alors, je vais vous poser une problématique difficile. C'est la fin de son discours, il doit convaincre des dizaines de personnes qui sont différentes. Vous voyez bien, la caméra fait voir à un moment donné, on voit bien des businessmen en costume, des gens âgés qui n'ont pas l'air de s'y connaître, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. On voit bien que la salle est bigarrée, que la salle est très hétérogène. La question que je vous pose, et qui est une question que le charisme, qui interpelle beaucoup le charisme, comment dans un moment de crise convaincre rapidement l'universalité d'un groupe hétérogène? Il leur parle de leurs points communs. Leur point commun, ça serait l'idéal. C'est qu'ils ont tous des actions. C'est l'idéal. C'est qu'ils ont des actions et pas les administrateurs. Alors c'est vrai, ça c'est le Shylock, c'est le point commun. Ça c'est le premier outil. Et puis il y en a un deuxième. Tu trouves un ennemi commun? Ça pourrait, en tout cas, je ne l'ai pas traité pour l'instant, mais vous avez toujours raison de le dire. Se fédérer sur un ennemi, c'est très bien aussi. Il faut beaucoup en charisme réfléchir à ses adversaires. Ne faites jamais l'erreur de dire que vous n'avez pas d'ennemis. Ça, c'est le principe des gens qui n'ont pas d'amis. De vrais amis. Alors, il va faire quelque chose, en plus des points communs, mais le point commun est quelquefois difficile à faire, ou alors on rentre dans des choses assez basiques. Hein. On est tous des êtres humains avec une âme, mais bon, c'est très bon. Il va faire quelque chose de plus subtil. Il tourne le dos. Une deuxième couche, si je puis dire, qui est très rare. Il tourne le dos. Mais celle-là, elle l'emporte, je peux vous dire. Il tourne le dos aux administrateurs. Il part dans l'autre direction, comme s'il emmenait avec lui tout le monde. C'est tout à fait juste ce que vous avez dit. Ça, c'est sur le plan non verbal, c'est tout à fait juste. Après avoir fait la proximité, il fait la distanciation. Yin-yang, très bien. Maintenant, je reviens sur la sémantique. Dans les mots, les concepts, les idées qu'il va utiliser, il fait quelque chose que j'ai essayé d'analyser ça, j'ai analysé quelques centaines de films. Je ne l'ai vu que dans 2 films, Tucker, l'opposition de Tucker et de son directeur financier, sur l'issue de l'aventure qui a mal marché, et puis sur cet extrait qui est vraiment, pour l'instant en tous les cas, le plus beau exemple d'un discours qui se veut universel. Il raconte… Comment, quelques secondes, convaincre des gens qui n'ont pas de point commun entre eux. Il raconte le quotidien de ses administrateurs en parlant de leur partie de chasse et de golf, et qui est très très loin peut-être du quotidien des gens de la salle. C'est un bon outil, mais il y a plus fort. C'est l'incohérence. On dit
qu'eux, ils investissent leur argent dans la boîte, alors que les administrateurs, très clairement, n'investissent pas dans la société, même avec leur salaire disproportionné par rapport à ces gens-là. C'est vrai qu'il y a une réflexion sur l'engagement. Dans le charisme, il y a ce qu'on appelle un investissement personnel, je vous en parlerai tout à l'heure, qui va même jusqu'au don de soi. Bon, est-ce que vous avez fait dans les experts APM un séminaire qui s'appelle « Les 4 cerveaux Hermann », qui est une variante des intelligences multiples? Pas au sein du Ponant, je crois. Bon, je vous invite à le faire. Vous avez le meilleur exemple de ce que j'appelle un discours aux 4 évangiles. Je vous ai dit qu'un des domaines du 4, pas facile, un peu lourd, qu'on ne fait pas tous les jours, c'est le discours aux 4 polarités, aux 4 familles. Quand on veut faire croire dans une technique qu'on aborde tous les profils de clients, de vendeurs, d'acheteurs, de managers, on fait en général 4 cadrans. On fait les 4 familles, on fait les 4 évangiles. Il vous fait la théorie des intelligences multiples. Je vais parler à 4 types d'auditeurs, c'est-à-dire je vais parler à la ville et au monde. Le premier, alors dans notre jargon, je vous prie de m'excuser, ce que nous appelons le cortex gauche, ciel, cerveau gauche, il va commencer, en général dans ce type de manifestation, c'est les plus nombreux, par être rationnel. Il va commencer par avoir des arguments de type rationnel, chiffré, précis. Et je rappelle que ratio, ça veut dire couper. Un ratio, c'est X coupé par Y. Donc, il va faire du classement différenciant et coupant. La première puissance, plus bas que Terre. Et il va donner des chiffres. Il commence par avoir des arguments pour les vrais professionnels. Chiffrés, il y a les 1, il y a les 2 et il y a les minables. Et on fera partie des 1. Ensuite, il reste au ciel, mais il va faire ce qu'on appelle le cortex, un cerveau des idées, cerveau droit. Ce sont des idées un peu dingo. C'est plus le rationnel, le savant, c'est l'intelligence de l'artiste, du poète, du dingue. Il va faire Danton. Là, vous avez les 4 principaux personnages de la Révolution française. Vous avez Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ils ne prennent même pas de risques. Ensuite, très rare dans ce genre de manifestation, il va faire Camille Desmoulins. Il va faire pleurer les chaumières. Il va faire ce qu'on appelle le limbique droit, cerveau de la terre, ouvert vers l'autre, ce qu'on appelle l'intelligence non plus rationnelle, mais émotionnelle. Ce n'est pas l'intelligence rationnelle, ce n'est pas l'intelligence audacieuse, projective, visionnaire, intelligence émotionnelle. Il ne cite pas des sociétés, il ne cite pas des produits, il cite des noms de personnes. Les Carnegie, les Rockefeller, les Dupont, les François, les Thierry, il cite des êtres humains. Connaissant le bonhomme, c'est prodigieux. Et puis, surtout, il finit dans mon 5e outil de la grâce, qui est d'ailleurs le moins gracieux, se plier à ses règles lorsque leur fortune était en jeu. Et ça, c'est ma théorie sur les règles du jeu. Il vous fait les 4 grandes formes d'intelligence. La dernière est ce qu'on appelle l'intelligence technique et organisationnelle, ou les intelligences multiples de Gardner, revues par Hermann. Essayez de façon même rapide d'avoir toujours 4 arguments clés quand vous voulez avoir un moment très fort et presque saturant de votre discours, genre « j'ai parlé de tout le monde ». Même De Gaulle, qui est beaucoup sur le style ternaire, pour avoir de l'impact, dans les moments cruciaux de ses discours, par exemple on le voit à Londres, il dit « les marins, les fantassins, les aviateurs, les tankistes, les 4 familles, les 4 évangiles ». Voilà, il vous fait la théorie des cerveaux multiples. Tout ça, mesdames et messieurs, a pris moins d'1 minute. Bon, et là, on a fait l'essentiel, mais si vous rentrez dans le détail, on peut se poser pratiquement 80 questions sur l'ensemble de l'extrait. François ? Certains veulent réagir? Oui, question. Oui. Donc, le rationnel, ok, oui. Il donne des chiffres. L'artiste, enfin, le gars, il prend des risques, etc., il fait des grands mouvements. C'est l'artiste. Ok. On dit que l'audace est une mise en scène du courage. C'est le metteur en scène.
D'accord. Ensuite, le cœur, il nomme des gens pour qu'il y ait de l'identification, etc. Et c'est quoi le quatrième? Le quatrième, il est très fort. Et là, il ralentit. Et c'est le dernier. Tout ça est tellement bien équilibré. Se plier. Regardez bien l'image. On est dans la droiture, mais à la fin, même les grands doivent se plier à quelque chose qui leur est supérieur. Les règles du jeu. Exactement la phrase. Se plier aux règles quand leur fortune était en jeu. Les Carnegie, les Rockefeller, même eux, doivent se plier aux règles du jeu. Comme vous, les petits. Là, il a fait un chef-d'œuvre. C'est l'intelligence organique. C'est l'intelligence, j'allais dire, du numéro 2 du charisme. Est-ce que ce n'est pas l'intelligence spirituelle, plus de l'ordre de la croyance? Elle n'est pas flamboyante. De l'ordre de la croyance. Pire, c'est ce qu'on appelle réifier, c'est-à-dire on n'est plus des hommes, c'est pour ça qu'il le fait à la fin. Les gens qui sont dans l'intelligence organique, c'est dans des gens qui aiment tellement l'organisation qu'ils n'aiment pas l'être humain. Ils ont horreur de citer des noms d'hommes. Un pays, d'ailleurs, n'a plus de nom de personne. C'est plus la Russie, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. On dit plus l'armée, on dit la grande maison. On dit le parti. On dit les gens, les choses. Quand je fais des analyses sémantiques de mes adversaires, c'est ce que j'appelle l'intelligence du G. Ce sont des gens qui adorent les mots avec du G. Les gens organisés, digérés, gestionnaires, digestion. Ils adorent le G. La gestation lente, besogneuse, chosifier les choses. Ça peut être aussi saint, juste. La force des choses nous oblige à aller jusqu'au bout de ce qu'on n'avait pas initialement prévu. Je suis entraîné par une fatalité. Je ne suis plus un être humain, je suis l'organe du comité central. Cette intelligence, souvent on dit que j'en dis un peu de mal, mais en fait, elle est c'est parce que c'est une intelligence un peu dure qui nous donne beaucoup de courage. On finit par se penser comme un pion. On voit beaucoup chez les djihadistes et d'autres personnes, ce qu'on appelait les comitaji dans les Balkans, c'est les gens du comité, c'est-à-dire que c'est les assassins, ceux qui ont une mission et qui se font exploser. Le comité l'a dit, je le fais, j'exécute. On appelait ça dans les Balkans, mon père était grec, parce qu'on recrée toujours l'histoire, on a très peur des djihadistes, on a oublié qu'il y a un siècle, il y avait pire dans les Balkans, ce qu'on appelait les comitaji. Le comité décidait, je me faisais exploser par une bombe, en Macédoine et ailleurs. Eh bien, le G, c'est ça, c'est l'homme du parti, qui est tellement dans le parti et la fonction qu'il n'existe plus en tant qu'homme, et il est le pion, il est le rouage de l'organe du comité central. Et il y a un parti qui est beaucoup comme ça, d'ailleurs, beaucoup de partis totalitaires sont comme ça, à gauche et à droite, à gauche, c'est les communistes. Le mot cellule, la cellule du parti, nous on appelle ça l'intelligence de la mère. C'est des gens qui ont beaucoup besoin de sécurité, donc ils ne se pensent même plus comme un être humain, mais comme une chose dépendante du ventre. D'ailleurs, l'obsession, c'est être à l'intérieur. L'obsession, c'est de ne pas être exclu de la cellule du parti. Voilà. Et c'est des gens qui, par contre, sont très très forts, parce qu'ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Ils ne sont pas centrés sur la personne, ils sont centrés sur l'aboutissement de ce que veut l'organisation suprême. Et beaucoup de politiques ont malheureusement besoin de cette intelligence. Autrement, ils se suicident. Ils sont affectés trop par les critiques. Elle n'est pas séductrice. C'est pour ça que si on peut la partager avec le numéro 2, c'est mieux. Elle est beaucoup moins flamboyante que l'intelligence projective, visionnaire, théâtrale. En fait, les deux intelligences les plus cerveau droit sont probablement celles qui passent le mieux. L'intelligence émotionnelle et l'intelligence visionnaire. Mais par contre, elles ne tiennent, et ça on ne le dit pas assez, on reste qu'à ce niveau-là, et ça c'est la séduction, elles ne tiennent durablement que si je rééquilibre, et je reviens au début du séminaire, par les intelligences cerveau-gauche, rationnelles et malheureusement organiques. À un moment donné, je ne suis qu'un pion. Ma cause me dépasse tellement que je suis au service inconditionnel de ma cause. Et là, les gens le sentiront très vite. Autre remarque sur cet extrait, en ce qui me concerne, j'ai fini d'analyser. Vous avez le complexe, l'intensité et la flexibilité.
C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il a dans ses mains des feuilles. Et François, tu disais qu'il ne fallait pas d'objet. Alors, tu as raison. Au début, surtout, non, il le garde. Tu as raison, il le garde à la fin. Et ça aussi, c'est le deuxième point qui me gêne. Il garde le micro. En fait, il a le micro dans sa main. Ouais. Ça aussi, j'en parle pas trop parce que ça détruit un peu une partie de mon argument. Il aurait été plus fort sans micro. Quand on vous demandera si vous voulez un micro, et si votre voix le permet, essayez de dire non. Mais souvent, la voix ne le permet pas. À main nue, rappelez-vous cette obsession, la nudité du courage. J'ai une grève, je descends dans l'usine. C'est très risqué, mais je vais en proximité. Dans une dialectique, vous avez la dialectique de la distance et de la proximité dans le charisme. La cause élevée que je défends me distancie des autres, mais par contre, j'ai des moyens de la vente qui me mettent en proximité d'argumentation et de contact et de partage émotionnel.